À l'heure actuelle, 80 milliards de dollars dorment dans un portefeuille abandonné. Ils n'ont pas bougé depuis 17 ans. Mais Google a déclaré que d'ici 3 ans, un ordinateur quantique parviendrait à déverrouiller ces portefeuilles en 9 minutes. Et tandis que le monde entier se dispute pour savoir à qui ils appartiennent, le compte à rebours a déjà commencé. Je m'appelle Monsieur Dark Web. Le plus grand mystère de l'ère numérique n'est pas de savoir qui a créé le Bitcoin, mais pourquoi son créateur a laissé 80 milliards de dollars pourrir dans un portefeuille inactif. Le 8 avril 2026, j'ai ouvert mon fil d'actualité du matin et j'ai vu un titre qui m'a coupé le souffle. Le New York Times. 12 000 mots, John Carreyrou, lauréat du prix Pulitzer, celui-là même qui a détruit l'empire d'Elizabeth Holmes et enterré Theranos, a déclaré avoir trouvé Satoshi Nakamoto. Un seul nom, un seul homme, le cryptographe britannique Adam Back. Je suis cette affaire depuis longtemps. J'ai épluché les archives des forums, lu des correspondances qui n'ont été rendues publiques qu'en février 2024, lorsque le tribunal de Londres a examiné l'affaire Craig Wright. À cette époque, grâce au tribunal COPPA, le monde a pu découvrir pour la première fois les 260 lettres écrites par Satoshi. De vraies lettres. Pas des captures d'écran provenant de forums anonymes, ni des récits de troisième main, mais des messages authentiques que Marty Malmi, l'un des premiers développeurs, avait conservés pendant 13 ans et publiés sur GitHub pendant le procès. Adam Back a également présenté au tribunal sa correspondance avec Satoshi. 5 lettres, août 2008 à janvier 2009. Et ces lettres en ont dit plus sur les débuts du Bitcoin que toutes les enquêtes précédentes réunies. Carrera a passé 18 mois à éplucher les archives de 3 bulletins cryptographiques couvrant 16 ans, à soumettre 34 000 noms à une analyse stylométrique pour finalement aboutir à Beck. Mais j'ai passé 2 semaines à vérifier chacun de ces arguments. Et plus je creusais, plus je me posais de questions. Pas sur Beck, sur l'enquête elle-même. Pour comprendre pourquoi j'ai des doutes, il faut remonter tout au début, en 2008, à un moment où le monde était au bord du gouffre financier, et où un inconnu a rédigé 9 pages qui ont tout changé. Le 20 août 2008, Adam Back a reçu un courriel d'un inconnu. L'expéditeur s'est présenté sous le nom de Satoshi Nakamoto. Il écrivait qu'il travaillait sur un système de monnaie électronique ne nécessitant aucun intermédiaire de confiance. Il avait besoin du lien correct vers les travaux de recherche de Beck, Hashcash, un système de preuve de travail créé dès 1997. Beck a répondu le lendemain. Il lui a également conseillé de se renseigner sur Bimoney, un projet mené par un autre cryptographe, Wei Dai. Satoshi l'a remercié et a avoué qu'il ne connaissait pas Bimoney avant cette conversation. Ces 5 lettres, la seule correspondance directe entre Satoshi et Beck, n'ont été rendues publiques que 16 ans plus tard, en février 2024, lorsque Beck les a présentées à un tribunal londonien comme preuve qu'il n'était pas le créateur du Bitcoin. Ironie du sort, ces mêmes lettres deviendront, 2 ans plus tard, l'argument principal de Carrero pour affirmer que Back est bien Satoshi. Mais nous y reviendrons plus tard. À ce moment-là, le monde s'écroulait. Lehman Brothers était à 4 semaines de la faillite qui allait entraîner dans son sillage l'ensemble de l'économie mondiale. Les gouvernements s'apprêtaient à imprimer des milliards pour sauver les banques qui avaient conduit le système à la catastrophe. Et quelque part, au milieu de ce chaos, un homme sans visage assemblait discrètement les dernières pièces d'un système destiné à rendre les banques inutiles. Le 18 août, 2 jours avant la lettre adressée à Back, quelqu'un a enregistré le domaine bitcoin.org via un service anonyme. Le 31 octobre, exactement 10 semaines plus tard, la liste de diffusion cryptographique metsdood.com a reçu un message qui allait changer le cours de l'histoire financière. 9 pages, titre Bitcoin, un système de paiement électronique peer-to-peer, livre blanc. Le document était rédigé de main de maître. Un style académique, une structure claire, des solutions élégantes à des problèmes sur lesquels les cryptographes se sont penchés pendant des décennies. Le problème de la double dépense, le problème de la confiance, le problème de la décentralisation. Satoshi les a tous résolus d'un seul coup et l'a fait en 9 pages sans un seul mot de trop. L'analyse des métadonnées du fichier PDF, effectuée par la suite, a révélé que le document avait été créé dans OpenOffice, un logiciel qui, à l'époque, était principalement utilisé dans les milieux universitaires. L'horodatage indiquait la 2e moitié de la journée, heure de Greenwich, heure britannique. Les premières réactions ont été sceptiques. La liste de diffusion Metsdood comptait environ 200 abonnés, parmi lesquels figuraient les meilleurs cryptographes du monde. La plupart n'y ont pas cru. Hal Finney, l'un des rares à avoir pris l'idée au sérieux, a écrit que le concept était intéressant, mais qu'il doutait de sa viabilité. Nick Szabo, qui avait lui-même travaillé pendant des années sur un concept similaire, le BitGold, n'a pas réagi publiquement. Mais Satoshi n'attendait pas d'approbation. Il répondait méthodiquement à chaque objection et ses réponses révélaient un homme qui avait pensé le système dans les moindres détails bien avant sa publication. Dans l'un de ses messages, il a laissé entendre qu'il travaillait sur le code depuis déjà 1 an et demi. Cela signifiait que le projet avait débuté quelque part au printemps 2007.
alors que personne ne se doutait encore de la crise qui s'annonçait. Ou bien s'en doutait-il quand même? Le 3 janvier 2009, à 18h15 GMT, le bloc numéro 0 a vu le jour, le Genesis Block. Et ce que Satoshi y a intégré a transformé ce lancement technique en un manifeste politique. Le code du premier bloc dissimulait une chaîne de texte, le titre du journal britannique The Times de ce matin-là. Le ministre des Finances est prêt à accorder un deuxième plan d'aide aux banques. Ce n'était pas seulement une preuve de la date de création du bloc. C'était une déclaration. Un coup porté au système qui venait de faire s'effondrer l'économie mondiale et qui demandait désormais aux contribuables de payer pour son propre sauvetage. Les 50 premiers bitcoins créés dans le bloc Genèse ne peuvent pas être dépensés. Techniquement, il s'agit d'une particularité du code, mais beaucoup y voient un symbole. Satoshi a sacrifié les premières pièces pour montrer qu'il n'était pas motivé par l'argent. 6 jours se sont écoulés entre le bloc Genèse et le bloc numéro 1. Compte tenu de la puissance du réseau à l'époque, ce bloc aurait dû apparaître au bout de 10 minutes. 6 jours de silence. La version officielle est que Satoshi testait le système, mais personne n'a jamais expliqué ce qu'il a bien pu tester pendant ces 6 jours, alors que le code fonctionnait déjà. Le 12 janvier a eu lieu un événement qui est entré à jamais dans l'histoire du Bitcoin. Le bloc numéro 9. La première transaction entre deux personnes, Satoshi a envoyé 10 bitcoins à Hal Finney, cryptographe, figure légendaire du mouvement cypherpunk et l'un des rares à avoir cru au projet dès le début. Finney a raconté plus tard que Satoshi lui avait demandé de lancer un nœud et de l'aider à tester le système. Finney a accepté. Il a lancé le programme, reçu 10 pièces et publié sur Twitter l'une des phrases les plus prophétiques de l'histoire des technologies. « Je lance Bitcoin ». Au cours des premiers mois, Satoshi a miné pratiquement seul. Et c'est là que commence l'un des chapitres les plus importants de cette histoire, un chapitre qui n'a pas été écrit par un journaliste ni par un hacker, mais par un cryptographe argentin. En 2013, le chercheur Sergio Demian Lerner a découvert une anomalie dans la blockchain qu'il a baptisée le modèle de Patoshi. En analysant les champs extra-nonces des premiers blocs, Lerner a mis en évidence la signature unique d'un mineur qui avait miné environ 22 000 blocs au cours de la première année d'existence du réseau. 1 100 000 bitcoins, 5% de toutes les pièces qui existeront jamais. Mais Lerner a découvert quelque chose d'encore plus étrange. Ce mineur, vraisemblablement Satoshi, utilisait un logiciel spécial qui ne figurait pas dans la version publique du client Bitcoin. Le minage multithread, qui n'apparaîtra dans le code source ouvert qu'en 2010, Satoshi l'utilisait dès le premier jour. Il s'était ainsi procuré un avantage technique, mais pas pour gagner plus d'argent. Lerner a découvert que Patoshi avait délibérément réduit sa puissance en plusieurs étapes au cours de la première année. Chaque fois qu'un nouveau mineur se connectait au réseau, Patoshi lui cédait sa place. Il éteignait son équipement pendant 5 minutes après chaque bloc trouvé afin que les autres puissent obtenir leur part. Il se limitait à 1 ou 2% de la puissance disponible, laissant les 98% restants aux nouveaux participants. Ce comportement n'avait aucun sens sur le plan économique. Pourquoi réduire volontairement ses revenus? Pourquoi céder la place à ses concurrents? La réponse à laquelle sont parvenus les chercheurs est d'une simplicité effrayante. Satoshi ne gagnait pas d'argent, il assurait la sécurité. Il a maintenu le réseau à flot pendant les mois les plus vulnérables, lorsque l'attaque à 51% aurait pu anéantir Bitcoin en un seul jour. Et lorsque le réseau s'est renforcé, il a commencé à se retirer. En février 2009, plusieurs autres personnes se sont jointes au minage. Satoshi a écrit personnellement à chacun d'entre eux pour leur expliquer les paramètres. Les courriers publiés par Malmi montrent que Satoshi considérait les premiers participants comme des compagnons d'armes. Il discutait de l'interface, cherchait des applications pour cette nouvelle monnaie et réfléchissait à la manière d'attirer les premiers utilisateurs. Dans l'un des courriers adressés à Malmi, il a écrit une phrase qui ressemble presque à un business plan de start-up. Il fallait trouver un créneau où le Bitcoin serait plus utile que les solutions existantes. Mais parallèlement à cette facette humaine, presque entrepreneuriale, une autre facette se dessinait. Satoshi était d'une prudence paranoïaque. Les adresses IP depuis lesquelles il travaillait changeaient constamment. Il utilisait Tor. Il ne révélait jamais rien de personnel. En 2 ans d'activité, environ 81 000 mots sur les forums, dans les emails et les commentaires sur le code, pas le moindre indice sur son identité, son lieu de résidence ou son activité. Pas une seule faute de frappe. En 2 ans, 81 000 mots et pas une seule erreur fortuite. C'est statistiquement incroyable. Soit chaque message a fait l'objet d'une relecture minutieuse, soit il est passé par un éditeur. À la fin de l'année 2009, le Bitcoin ne valait que quelques centimes. Une poignée de passionnés, aucune attention de la presse, aucun intérêt de la part des autorités. Exactement comme le souhaitait Satoshi. Il écrivait que le projet devait se développer progressivement afin que le logiciel ait le temps de se consolider. Une croissance tranquille, jusqu'à ce que le système devienne trop grand pour être arrêté. Mais le silence ne pouvait pas durer éternellement, et ce qui s'est passé ensuite a poussé Satoshi Nakamoto à prendre une décision dont nous ressentons encore aujourd'hui les conséquences.
Tout le monde laisse des traces, même ceux qui tentent désespérément de les dissimuler. En 2 ans d'activité, Satoshi Nakamoto a écrit environ 81 000 mots, sur des forums, dans des courriels, dans des commentaires de code, de quoi dresser son portrait linguistique. Et c'est précisément ce portrait qui, 15 ans plus tard, deviendra l'arme principale d'un journaliste du New York Times. Mais avant Kareiro, il y en a eu d'autres. Et ils ont remarqué beaucoup de choses. La première chose qui sautait aux yeux, c'était l'anglais britannique. Dans l'un de ses premiers messages sur le forum, il avait utilisé l'expression « bloody hard », une expression idiomatique qui n'est pas courante chez les Américains. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Dans environ 3% des cas, des américanismes se glissaient dans le texte, comme si l'auteur avait l'habitude d'écrire dans un certain style, mais qu'il s'en oubliait parfois. Ou au contraire, qu'il se déguisait délibérément et que le masque glissait parfois. Les horaires d'activité fournissaient un autre indice. L'analyse des 742 horodatage provenant des publications et des emails de Satoshi a révélé une tendance claire. Il ne se connectait presque jamais entre 5h et 11h GMT. Cela correspondait à la nuit en Grande-Bretagne ou au petit matin sur la côte est des États-Unis. Le pic d'activité se situait en soirée, heure de Londres, et pendant le week-end, en particulier le samedi. Mais l'analyse des 260 messages de Malmi, publiés en 2024, a révélé autre chose. Les horodatages correspondaient parfaitement à l'emploi du temps d'une personne vivant dans le fuseau horaire américain et se faisant passer pour un Britannique. L'un des chercheurs a émis l'hypothèse que Satoshi avait délibérément réglé l'horloge système sur l'heure de Greenwich afin de brouiller les pistes. Le code portait lui aussi des traces révélatrices. Les commentaires dans le code source trahissaient une formation universitaire. Satoshi faisait référence à des travaux peu connus sur la théorie des jeux et la cryptographie des années 70 et 80. Il utilisait des termes que l'on rencontrait rarement en dehors des milieux universitaires. La structure du code était soignée, mais pas parfaite. Certaines solutions semblaient être l'œuvre d'un brillant théoricien plutôt que d'un développeur professionnel. Sur les forums du Darknet, on débat encore aujourd'hui pour savoir si le code a été écrit par une seule personne ou par plusieurs. La structure des erreurs suggère plutôt un seul auteur. Mais les changements de style, des phrases courtes et saccadées lorsqu'il est question de cryptographie et de longues constructions académiques lorsqu'il est question d'économie, laissent place au doute. Mais la véritable avancée en matière d'analyse linguistique n'a eu lieu qu'en avril 2026, lorsque Kareiro et Dylan Friedman, rédacteurs en chef des projets d'IA au New York Times, ont constitué une base de données de 134 308 messages provenant de 3 listes de diffusion consacrées à la cryptographie. Cypherpunks, cryptographie et hashcash, couvrant la période allant de 1992 à 2008. 620 participants actifs discutant de monnaie numérique, 3 méthodes d'analyse indépendantes. Carrera a appliqué une série de filtres. 2 espaces après le point, orthographe britannique, alternance irrégulière entre email et email, confusion entre it's et its, erreur spécifique dans le placement des traits d'union dans les mots composés. Chaque filtre réduisait le champ des possibilités. 20 candidats, 8, 1. Une seule personne sur 620 reproduisait toutes ces particularités simultanément. Elle alternait check et check, e-cash et electronic cash, optimise et optimise selon les mêmes schémas que Satoshi. Adam Back. Il était également à l'origine de 67 des 325 erreurs uniques de Satoshi dans la disposition des traits d'union. Son plus proche concurrent en comptait 38. Florian Cafiero, un linguiste computationnel français qui avait auparavant aidé le New York Times à identifier les auteurs du mouvement QAnon, a mené une analyse stylométrique distincte. Cafiero a désigné Beck comme présentant la plus grande similitude avec le style d'écriture du white paper parmi les 12 principaux suspects. Mais il a lui-même reconnu que ce résultat n'était pas définitif. Alfinet arrivait en 2e position avec un écart minime. Et c'est là que le bas blesse. La stylométrie est un outil puissant. Mais elle ne fonctionne que dans un sens, elle peut mettre en évidence des similitudes. Elle ne peut pas prouver la paternité d'un texte. Surtout lorsqu'il s'agit d'un groupe de personnes qui ont baigné dans le même milieu pendant des décennies. Elles ont lu les mêmes articles, utilisé la même terminologie, discuté des mêmes problèmes sur les mêmes listes de diffusion. Comme l'a écrit Bruce Schneier, l'un des cryptographes les plus respectés au monde, quelques jours après la publication, comparez les styles d'écriture et vous trouverez des similitudes. Comparez les styles de programmation et vous verrez 2 personnes complètement différentes. Mais Carrère a découvert autre chose que la linguistique. Et c'est précisément cette autre chose qui m'a vraiment fait réfléchir. Adam Back était l'un des participants les plus actifs aux listes de diffusion cryptographique depuis le début des années 90, un cryptopunk de la première heure, créateur de Hashcash, le système de preuve de travail sur lequel repose tout le minage de Bitcoin. L'homme dont Satoshi a cité les travaux dans son livre blanc et à qui il a adressé la première lettre connue 2 mois avant la publication.
Pendant des années, Back a débattu de la monnaie électronique, de la confidentialité et de la décentralisation. Il faisait partie de ce monde dont est issu le Bitcoin. Et voici ce que Carrera a découvert. À l'époque où Satoshi était le plus actif, de fin 2008 à avril 2011, Beck s'est tu complètement. Celui qui, pendant des années, avait été l'un des participants les plus prolifiques au débat sur la monnaie numérique, a soudainement cessé d'écrire. Pas un seul message, pas un seul commentaire, et il est réapparu 6 semaines après le départ définitif de Satoshi. 6 semaines. Satoshi a publié son dernier message public, connu en décembre 2010. Sa dernière lettre privée, adressée à Mike Hearn, date du 23 avril 2011. Et en juin, Back a évoqué Bitcoin en public pour la première fois depuis 3 ans. Carrera estime que ce n'est pas une coïncidence. Mais arrêtons-nous un instant, essayons de réfléchir comme un enquêteur et non comme un journaliste. Beck n'est pas le seul à s'être tu à cette époque. Des dizaines de personnes sur les listes de diffusion consacrées à la cryptographie ont cessé d'écrire vers la fin des années 2000. Les listes de diffusion ont disparu. Les forums ont déménagé. Les gens ont changé de travail, fondé une famille, perdu tout intérêt. Une corrélation n'est pas un lien de cause à effet. Le silence n'est pas un aveu. Et pourtant, il y avait quelque chose qui me tracassait. Les lettres. Ces 5 lettres échangées entre Satoshi et Beck en août 2008. Carrera a avancé une théorie qui semble folle mais qu'il est impossible de réfuter. Beck aurait pu s'envoyer ces lettres à lui-même, créer une correspondance entre son vrai nom et son pseudonyme afin de se forger un alibi pour l'avenir. « Regardez, dira-t-il, c'est un inconnu qui m'a écrit. Je ne savais même pas qu'il travaillait sur ce projet. J'ai simplement répondu à la lettre. Cette théorie n'est étayée par aucune preuve. » Beck a remis au tribunal le contenu de la correspondance, mais a refusé de communiquer les métadonnées, les entêtes techniques des emails, qui auraient pu confirmer ou infirmer que l'expéditeur et le destinataire étaient de bien 2 personnes différentes. Carrera l'a fait remarquer, la communauté cryptographique aussi. Mais voilà ce qui m'a interpellé. J'ai relu ces lettres plusieurs fois. Le ton. Satoshi écrit à Beku comme s'il s'agissait d'un inconnu, poliment, avec une légère hésitation en témoignant du respect à un collègue plus âgé. Il demande le lien correct vers Hashcash. Il le remercie de lui avoir conseillé de jeter un œil à Bimoney. Il avoue qu'il ne connaissait pas le projet de Weidai. Si c'est une mise en scène, c'est d'un niveau qui exige non seulement de l'intelligence, mais aussi un talent d'acteur. Il faut s'écrire à soi-même une lettre dans laquelle on fait semblant de ne pas connaître un travail qu'on connaît par cœur. Et conserver cette lettre pendant 16 ans sans jamais se trahir. Est-ce possible? Oui. Est-ce probable? Je n'en suis pas sûr. Il y avait un autre argument que Carrera jugeait important. En 2025, Beck a fondé la société Bitcoin Standard Treasury Company, BSTR, 30 000 bitcoins au bilan. Une transaction avec Cantor Equity Partners, la société de Brandon Lutnick, fils de Howard Lutnick, ministre américain du commerce. La société se préparait à entrer au Nasdaq. Et voici le paradoxe. Si Beck est vraiment Satoshi, alors il détient encore quelque part 1 100 000 bitcoins. En vertu de la législation américaine sur les valeurs mobilières, lors de son introduction en bourse, il est tenu de divulguer toute information importante pour les investisseurs. Le contrôle secret de 5% de l'ensemble des bitcoins est sans aucun doute une information importante. Carrera y voit un piège qui finira tôt ou tard par se refermer. Je vois autre chose. Pourquoi un homme qui a su dissimuler son identité de manière irréprochable pendant 17 ans irait-il volontairement en bourse où chaque document est vérifié par les autorités de régulation? C'est soit le comble de l'audace, soit la preuve que Beck n'est pas Satoshi et qu'il n'a rien à cacher. Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre les deux. Et pour le comprendre, il faut se pencher sur ceux qui ont tenté de percer ce mystère avant Carrera et sur la manière dont chacun d'entre eux a échoué. En décembre 2010, Wikileaks a annoncé qu'il était prêt à accepter des dons en Bitcoin. Auparavant, Visa, Mastercard et PayPal avaient bloqué tous les paiements destinés à l'organisation de Julian Assange à la demande du gouvernement américain. Le Bitcoin restait le seul canal impossible à bloquer. Et c'est précisément pour cette raison que Satoshi a été pris de panique. Sur le forum Bitcoin Talk, en réponse à un utilisateur qui se réjouissait de l'attention portée par Wikileaks, Satoshi a écrit une phrase qui allait ensuite être citée des milliers de fois. Non, ce n'est pas nécessaire. Bitcoin est une petite communauté bêta en phase embryonnaire. Vous ne gagnerez pas plus d'argent de poche et l'attention que vous attirerez risque fort de nous détruire à ce stade. Une semaine plus tard, le 11 décembre, il a publié son dernier message public. Wikileaks a déstabilisé un nid de guêpes et les saints volent vers nous. 13 mots. Après cela, Satoshi Nakamoto s'est tu pour toujours sur les forums. Le 12 décembre, il a publié la dernière mise à jour technique, la version 0.3.19. Un message laconique: il faut encore travailler sur la protection contre les attaques par déni de service. Pas d'adieu, pas d'explication, juste le silence. Mais dans les coulisses, il se passait autre chose. Les lettres de Malmi, rendues publiques en 2024,
montrent que, au cours des dernières semaines, Satoshi avait commencé à déléguer ses pouvoirs. De manière méthodique, mais précipitée. Il a transmis les clés cryptographiques du système d'alerte. Il a supprimé son nom du copyright sur le site officiel. Il a commencé à effacer ses traces. Le 20 avril 2011, Gavin Andresen, le principal développeur de Bitcoin après Satoshi, a annoncé qu'il se rendait au siège de la CIA à l'anglais pour y faire une présentation sur cette nouvelle technologie. Il souhaitait légitimer le projet et montrer que Bitcoin n'était pas un outil destiné aux criminels. Satoshi l'a perçu différemment. Le 23 avril, il a envoyé la dernière lettre connue au développeur Mike Hearn. Une lettre brève et sereine, je me suis tourné vers d'autres projets. Le Bitcoin est entre de bonnes mains avec Gavin et vous tous, mais il y avait une deuxième partie que Hearn n'a révélée qu'en 2016. Satoshi avait demandé de ne pas faire de lui un personnage mystérieux, car cela ne ferait que nuire au projet. Une demande que le monde a complètement ignorée. Après le 23 avril, plus rien. Les comptes ont été gelés. Les messages ont cessé. 1 100 000 bitcoins sont restés figés sur 50 000 adresses. La disparition la plus totale de l'histoire d'Internet. Pas la moindre trace, pas le moindre signe d'adieu, seulement un code qui a continué à fonctionner sans son créateur et les recherches ont immédiatement commencé. Au cours des 15 années passées à rechercher Satoshi Nakamoto, des dizaines de journalistes, de hackers et de crypto-analystes y ont consacré des milliers d'heures. Chacun pensait être celui qui s'était le plus approché de la vérité. Chacun se trompait. Mais ces erreurs étaient toutes différentes et chacune d'entre elles a révélé davantage sur le mystère de Satoshi que n'importe quelle hypothèse correcte. L'épisode le plus absurde s'est produit en mars 2014. La journaliste de Newsweek, Leah Goodman, a retrouvé dans la banlieue de Los Angeles un ingénieur américano-japonais de 64 ans nommé Dorian Prentice Satoshi Nakamoto. C'est son vrai nom, une personne bien réelle. À la question sur le Bitcoin, il a répondu par une phrase que Newsweek a interprétée comme un aveu. Il a déclaré qu'il ne s'occupait plus de cela, qu'il avait passé le relais à d'autres personnes. Plus tard, Dorian a expliqué qu'il parlait de son ancien travail d'ingénieur pour des sous-traitants de l'armée. Mais il était trop tard. Les journalistes ont assiégé sa maison. Caméras, micros, courses-poursuites en voiture, le pauvre homme est devenu l'otage de son propre nom. 6 mois plus tard, en septembre 2014, quelque chose d'inexplicable s'est produit. La boîte mail de Satoshi, restée silencieuse pendant 3 ans, s'est réveillée. 4 mots, je ne suis pas Dorian Nakamoto. Qui a envoyé ce message? Satoshi lui-même, sorti de l'ombre pour défendre un innocent, un pirate informatique ayant accédé à sa messagerie, on ne l'a jamais su. Mais le message a fait son effet. Le suivant fut Craig Wright, un scientifique australien qui, en décembre 2015, s'est retrouvé au centre d'enquête mené simultanément par Wired et Gizmodo. Les documents divulgués, les emails, les articles de blog, tout désignait Wright. Quelques heures après la publication, le fisc australien a procédé à une perquisition à son domicile. Wright a endossé le rôle de Satoshi avec enthousiasme. En mai 2016, il a organisé une démonstration devant plusieurs journalistes et Gavin Andresen, il a signé un message à l'aide d'une clé issue d'un des premiers blocs. Andresen l'a cru. Mais lorsque des experts ont exigé une démonstration publique, Wright a refusé, invoquant une pression émotionnelle. La communauté crypto l'a surnommé Fetoshi. Mais l'histoire de Wright ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est prolongée pendant 8 ans et a donné lieu à l'un des procès les plus importants de l'histoire des crypto-monnaies. En février 2024, le procès opposant la COPA, Crypto Open Patent Alliance, à Craig Wright s'est ouvert à Londres. Cette alliance, regroupant les plus grandes entreprises du secteur des crypto-monnaies, exigeait qu'il soit interdit à Wright de revendiquer la paternité du Bitcoin. Et c'est précisément ce procès qui a offert au monde ce que tout le monde attendait depuis 15 ans, les véritables paroles de Satoshi. Martti Malmi, développeur finlandais et premier administrateur de Bitcoin.org, a publié sur GitHub 260 courriers qu'il conservait dans ses archives depuis 13 ans. Il s'agit d'une correspondance authentique avec Satoshi datant de mai 2009 au début de l'année 2011. Adam Back a quant à lui présenté ses 5 courriers. Les cryptographes ont reçu plus de matériel à analyser que durant toute la décennie précédente. Et Wright, le tribunal l'a mis en pièces. Les clés PGP qu'il avait présentées comme preuve se sont avérées avoir été créées a posteriori en 2014 et non en 2008. Les articles de blog ont été modifiés après coup. L'animation présentée par les avocats de la COPA a montré, image par image, comment Wright a tenté de recréer le white paper dans LaTeX, un système dans lequel l'original n'avait jamais été créé. Le juge Mellor a rendu son verdict le 24 mars. Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto et ses documents sont des faux. Il y avait d'autres candidats. Nick Szabo, le créateur du concept de BitGold, précurseur du Bitcoin. La similitude linguistique avec les textes de Satoshi était frappante, tous deux utilisaient des doubles espaces après les points. Tous deux abordaient la question des intermédiaires de confiance. Szabo a cessé de parler de BitGold dès le lancement de Bitcoin.
Mais c'est une personnalité publique, active sur les réseaux sociaux, tout le contraire d'un fantôme paranoïaque. Et fait étrange, Satoshi affirmait ne pas connaître Bitgold avant qu'on ne lui en parle après la publication du livre blanc. Hal Finney est le premier à avoir reçu une transaction de Satoshi. Il vivait à quelques pâtés de maison de Dorian Nakamoto. Une coïncidence qui intrigue encore aujourd'hui les chercheurs. Finney est décédé en 2014 des suites d'une sclérose latérale amyotrophique. Avant sa mort, il a fait cryogéniser son corps dans une chambre cryogénique dans l'espoir d'une résurrection future. Ses clés cryptographiques ont été cryogénisées en même temps que son corps. En 2024, la chaîne HBO a diffusé le documentaire Money Electric de Bitcoin Mystery, qui désignait Peter Todd, un développeur canadien de Bitcoin Core. Todd a nié ces accusations. La communauté crypto a accueilli le film avec agacement. Mais c'est précisément ce film, selon Carreiro lui-même, qui a déclenché sa propre enquête. Le journaliste a regardé le documentaire, a jugé que les preuves étaient faibles et s'est dit « Et si je faisais mieux ?» 18 mois plus tard, le New York Times a publié un article de 12 000 mots désignant Adam Back. Carrera n'est pas un amateur, c'est l'homme qui a fait chuter Theranos, une entreprise évaluée à 9 milliards de dollars grâce à ses enquêtes journalistiques. 2 prix Pulitzer, 20 ans au Wall Street Journal, franco-américain élevé à Paris, diplômé de l'université Duke. Quand il s'attaque à un sujet, il ne recule devant rien. Et l'ampleur de son travail sur Satoshi est vraiment impressionnante. 18 mois. Les archives de 3 newsletters sur 16 ans. 134 000 messages, 34 000 noms, 3 méthodes indépendantes d'analyse linguistique, une collaboration avec l'éditeur spécialisé en IA, Dylan Friedman, et le linguiste informatique Florian Cafiero, qui avait précédemment révélé l'identité des auteurs de QAnon. Il s'agit de la tentative la plus ambitieuse jamais entreprise pour identifier Satoshi. Et pourtant, j'ai passé 2 semaines à examiner les arguments de Carreira un par un. Et voici ce que j'ai découvert. Premier problème, la méthodologie. Carreiro a choisi les filtres qu'il a appliqués à la base de données des candidats en sachant déjà quelles caractéristiques appartenaient à Satoshi et lesquelles à Beck. Le processus n'était pas aveugle. Les chercheurs savaient qui ils cherchaient avant même de commencer leur recherche. Comme l'a écrit l'un des détracteurs, si vous partez d'un suspect et que vous cherchez des correspondances, vous en trouverez. Chaque auteur prolifique a des habitudes qui lui sont propres. La procédure n'aurait eu de poids que si elle avait été menée à l'aveugle. Rien ne prouve que ce fut le cas. Deuxième problème, le linguiste attitré de Carreiro n'est pas d'accord avec lui. Florian Cafiero a qualifié les résultats de son analyse stylométrique de provisoire. Hal Finney, un cryptographe décédé, dont le corps repose dans une chambre cryogénique, arrivait en 2e position avec un écart minime. Cafiero avait auparavant tenté d'identifier Satoshi par lui-même sans y parvenir. Il a reconnu que les erreurs de ponctuation et les particularités grammaticales étaient plus difficiles à expliquer par une simple coïncidence, mais cela est loin de constituer une preuve. Troisième problème, la clé privée. Il existe un moyen infaillible de prouver que vous êtes Satoshi. Il suffit de signer un message avec la clé privée du bloc Genèse ou du bloc numéro 9. Une seule transaction, une seule signature, et le monde entier connaîtra la vérité en 10 minutes. Carrera ne dispose pas d'une telle preuve. Il n'a que des tirets, des espaces et le silence. Satoshi, lui, possède 1 100 000 pièces qui pourraient mettre un terme au débat d'un simple clic. Mais ce clic n'est pas là. Et cela en dit peut-être plus long que n'importe quelle analyse linguistique. Quatrième problème, le mobile. Sur les forums du Darknet et au sein de la communauté crypto, une question que Carreiro n'a pas posée a immédiatement surgi après la publication. À qui profite-t-il que Back soit Satoshi précisément en ce moment? BSTR fait son entrée au Nasdaq. 30 000 bitcoins, un partenariat avec Cantor Fitzgerald, le fils du ministre américain du Commerce au conseil d'administration. Si Back est Satoshi, l'entreprise se retrouve menacée par la pression réglementaire. Si Back n'est pas Satoshi, l'article du New York Times lui confère la réputation d'une figure de l'envergure de Satoshi sans risque juridique. Dans les 2 cas, BSTR bénéficie d'une publicité gratuite à l'échelle mondiale. Je ne prétends pas que cela ait été planifié. Je dis simplement que l'enquêteur se devait de poser cette question. Or, Carrera ne l'a pas fait. Back a réagi rapidement. Le jour même, il a publié sur les réseaux sociaux « Je ne suis pas Satoshi ». Il a qualifié l'enquête d'exemple de biais de confirmation. Il a expliqué que sa présence de longue date dans les mêmes listes de diffusion où l'on abordait les mêmes sujets entraînait inévitablement des similitudes linguistiques. Les personnes ayant des expériences, des centres d'intérêt et une formation similaire écrivent de manière similaire. Ce n'est pas une preuve, c'est du bruit statistique. Dans une interview accordée à Yahoo Finance le lendemain, il a ajouté une phrase qui, à mon avis, était la plus percutante. Je pense que le vrai Satoshi est quelqu'un qui ne parle pas aux journalistes, ne participe pas à des conférences et n'apparaît pas dans des documentaires. Or, Back a fait tout cela pendant des années. Il a pris la parole, il a donné des interviews, il s'est assis devant la caméra. Encore et encore, le vrai Satoshi aurait-il pris un tel risque ?
Nicolas Grégory, l'un des premiers membres de la communauté Bitcoin au Royaume-Uni, l'a formulé plus précisément. Si Back et Satoshi, nous devons reconnaître les efforts incroyables qu'il a déployés pour que personne ne le pense. Dans ce cas, nous devons respecter son souhait de rester anonyme. Bruce Schneier, l'un des cryptographes les plus réputés au monde, a publié une analyse quelques jours plus tard. Cet article est une absurdité, a-t-il écrit. Comparez les styles d'écriture et vous trouverez des similitudes. Comparez les styles de programmation et vous verrez deux personnes complètement différentes. Schneier a ajouté « La seule preuve tangible consiste à transférer un Satoshi vers le portefeuille indiqué. Tout le reste n'est que des indices indirects. » Carrera s'est rapproché plus que quiconque au cours des 17 dernières années. Son enquête est la plus ambitieuse, la plus méthodique et la plus coûteuse de toute l'histoire de la recherche de Satoshi. Et pourtant, cela ne suffit pas. Car il n'y a qu'un seul moyen de prouver que tu es Satoshi Nakamoto. Signer le message avec ta clé privée. Et tant que cela n'aura pas été fait, le mystère restera entier. 1 100 000 bitcoins, 5% de toutes les pièces qui existeront jamais. Ils sont stockés sur 50 000 adresses, intactes depuis 2010. Au cours actuel, cela représente plus de 80 milliards de dollars. Pas une seule transaction, pas le moindre mouvement, 17 ans de silence absolu. Mais ce silence pourrait bien avoir une date d'expiration. En avril 2026, littéralement quelques jours avant la publication de l'article de Carrero, Fortune a publié un article qui est passé presque inaperçu au milieu du tollé suscité par Beck. Rapport Google, calcul quantique. Selon les calculs des chercheurs, d'ici 2029, un ordinateur quantique suffisamment puissant sera capable de pirater la protection cryptographique des premiers portefeuilles Bitcoin en 9 minutes. Les portefeuilles Satoshi comptent parmi les plus vulnérables. Ils utilisent un format de clé obsolète qui n'est pas protégé contre les attaques quantiques. 6 900 000 bitcoins se trouvent sur ces portefeuilles. La communauté débat déjà de la proposition BIP 360, le passage à une cryptographie résistante à l'informatique quantique. Mais il y a un problème, si la mise à jour devient obligatoire avec une date butoir, tous les portefeuilles qui ne passeront pas au nouveau format seront de fait gelés. Les pièces de Satoshi seront parmi les premières concernées. Les brûler, les laisser telles quelles et espérer les redistribuer. Chaque option entraînerait une scission de la communauté. GP Richardson de la société Exodus, un pionnier du Bitcoin, a reconnu que si rien n'était fait, les Bitcoins stockés sur d'anciennes adresses, y compris celles de Satoshi, finiraient tôt ou tard par être récupérés par celui qui serait le premier à avoir accès à un ordinateur quantique. Pete Rizzo, historien du Bitcoin, a assisté à la réunion privée Satoshi Roundtable en février et a entendu des appels en faveur d'une mise à jour obligatoire. Mais il a lui-même qualifié cette position de minoritaire. Il s'agit principalement d'acteurs du marché qui se soucient davantage du prix que des principes. Entre-temps, le 5 mars 2026, un événement a secoué l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Un portefeuille de l'époque de Satoshi, une adresse créée au cours des premiers mois d'existence du Bitcoin, s'est soudainement réveillé. 2000 pièces, près de 186 millions de dollars au cours du jour. Il s'agissait du premier mouvement provenant de cette adresse depuis 2024. Julio Moreno, analyste chez CryptoQuant, a fait remarquer que, historiquement, de tels transferts depuis des portefeuilles de l'époque de Satoshi ont lieu à l'approche de grands revirements du marché. Les pièces n'ont pas été transférées vers des bourses. Il s'agit très probablement d'une consolidation, d'un transfert vers une nouvelle adresse pour des raisons de sécurité. Mais le simple fait que quelqu'un issu du cercle des tout premiers détenteurs contrôle toujours ses clés a rendu le marché nerveux. Et encore un détail qui a échappé à la plupart des gens. Au moment même où le monde parlait de Carrera et de Beck, l'amiral Samuel Paparo, chef du commandement des forces armées américaines pour la région Indo-Pacifique, a déclaré devant 2 commissions du Congrès que l'armée américaine avait lancé son propre nœud sur le réseau Bitcoin pour tester la cybersécurité. Le protocole que Satoshi a créé comme alternative à la monnaie fiduciaire fonctionne désormais sur les serveurs du Pentagone. J'ai commencé cette enquête par une question simple. Qui est Satoshi Nakamoto ? Mais plus j'approfondissais mes recherches, plus je comprenais clairement que ce n'était pas la bonne question. J'ai posé la bonne question au début de cette histoire. Pourquoi le créateur du Bitcoin a-t-il laissé 80 milliards dans un portefeuille inactif ? Car c'était là toute l'idée. Le Bitcoin a été conçu comme un système sans dirigeant, sans fondateur que l'on puisse arrêter, corrompre ou intimider, sans figure centrale à qui l'on puisse signifier une assignation à comparaître. Satoshi n'a pas simplement disparu. Il a fait de son absence une solution architecturale. Un protocole sans créateur est impossible à arrêter. On ne peut pas confisquer l'argent dont l'auteur s'est détourné. Et les pièces ? 1 100 000 bitcoins, ce n'est pas une fortune, c'est une base. 5% de l'émission, définitivement retirée de la circulation.
Une pénurie artificielle intégrée au système par son créateur lui-même. Le sacrifice le plus coûteux de l'histoire de la finance. Mais le temps presse. Les ordinateurs quantiques, les régulateurs, les chasseurs de tête, et quelque part dans le monde, peut-être à Londres, peut-être en Californie, peut-être dans un endroit dont personne ne soupçonne l'existence, se trouve un homme qui connaît la réponse. S'il est encore en vie, si les clés existent encore, si ces 80 milliards de dollars ne sont pas un monument numérique, mais une bombe à retardement. C'est Carrero qui s'en est le plus approché. Mais la clé privée reste muette, et tant qu'elle reste muette, Satoshi Nakamoto reste un fantôme. Comme toujours, à votre service, Monsieur Dark Web. Au cours des 8 derniers mois, une personne a perdu 70 milliards de dollars. Elle n'a pas vendu une seule pièce, n'a pas écrit un seul mot, n'a rien fait du tout, parce que cette personne, très probablement, n'existe pas. Je m'appelle Monsieur Dark Web, et aujourd'hui, je vais répondre à une question posée par les mauvaises personnes depuis 15 ans. La question n'est pas de savoir qui est Satoshi Nakamoto, la question est de savoir qui détient les clés de ces milliards. Il y a déjà eu 7 vidéos sur cette chaîne concernant Satoshi. J'ai disséqué les candidats, de Hal Finney à Nick Szabo, j'ai analysé l'enquête du New York Times qui a secoué la communauté crypto. J'ai examiné pourquoi il ne sera jamais retrouvé. Et pendant tout ce temps, comme des milliers de chercheurs avant moi, je cherchais au mauvais endroit. Nous cherchions un visage, un nom, un être humain. Mais nous aurions dû faire ce que tout enquêteur fait dans n'importe quelle affaire impliquant d'immenses sommes d'argent. Suivre l'argent. Vous m'avez poussé vers cela. Sous chaque vidéo sur Satoshi, les mêmes questions s'accumulent depuis des années. Est-il vrai que ces portefeuilles sont contrôlés par le renseignement militaire américain? Est-il vrai que les clés sont réparties entre plusieurs personnes? Et la question la plus fréquente de l'année dernière, est-il vrai qu'un ordinateur quantique va bientôt pirater ses portefeuilles sans aucune clé? J'ai balayé cela d'un revers de main. Je considérais ces théories comme dignes de la section des commentaires. Mais ensuite, au début du mois de mai, je suis tombé sur quelque chose dans les données de la blockchain qui m'a forcé à mettre de côté tous les autres sujets. J'y reviendrai plus tard, il y a un temps pour tout. D'abord, vous devez comprendre de quel genre d'argent nous parlons réellement. Et pourquoi cet argent ne ressemble à aucune autre monnaie sur la planète. Le 31 octobre 2008, à 14h10, heure de New York, un email est arrivé sur une liste de diffusion cryptographique fermée, 9 pages de texte, l'expéditeur, un certain Satoshi Nakamoto, utilisant une adresse d'un service anonyme gratuit. La première ligne de l'email semblait banale, je travaille sur un nouveau système de monnaie électronique entièrement pair à pair, sans tiers de confiance. Pour comprendre pourquoi quelqu'un a même ouvert cet email, vous devez vous rappeler ce qui se passait à l'extérieur. 6 semaines auparavant, Lehman Brothers s'était effondré. 158 ans d'histoire, 613 milliards de dollars de dettes. Les gouvernements éteignaient l'incendie avec l'argent des contribuables. La confiance dans les banques, dans les régulateurs, dans toute l'architecture financière de la planète brûlait plus vite qu'ils ne pouvaient l'éteindre. Et à ce moment-là, une figure anonyme a offert une monnaie qui n'avait pas besoin des banques. Les cryptographes de la liste ont accueilli l'idée avec scepticisme. Ils avaient vu des dizaines de projets de ce genre et tous étaient morts. Mais Satoshi n'a pas argumenté longtemps. Il a fait ce qui le distingue de tous ses prédécesseurs, il a simplement lancé le système. Le 3 janvier 2009, le premier bloc de Bitcoin a été créé, il est appelé le bloc Genèse, et Satoshi y a intégré un message que tout le monde connaît par cœur aujourd'hui, dès lors qu'on s'intéresse aux crypto-monnaies. Le titre du journal londonien The Times de ce jour-là, le chancelier au bord d'un second plan de sauvetage pour les banques. Ce n'est pas juste un horodatage, c'est un mobile gravé dans la pierre. Le créateur lui-même a expliqué contre quoi il construisait sa machine. Je vais faire une brève pause ici. Souvenez-vous d'un détail, il sera significatif plus tard. Le premier bloc est techniquement structuré différemment de tous ceux qui ont suivi. La récompense qui en est issue, 50 pièces, ne peut être dépensée. Par personne. Jamais. Qu'il s'agisse d'un accident ou d'une décision délibérée, personne ne le sait. Mais il s'avère que la toute première monnaie du nouveau système a été enterrée par Satoshi lui-même. Le 9 janvier, il a publié le logiciel pour tous ceux qui le souhaitaient. Il s'est avéré qu'il y en avait très peu. Le réseau était maintenu par pratiquement un seul ordinateur, et cet ordinateur appartenait au créateur lui-même. Le 12 janvier, la première transaction de l'histoire a eu lieu. Satoshi a envoyé 10 pièces au programmeur Hal Finney, une légende de la communauté cryptographique, l'un des rares à avoir cru au projet dès le premier jour. Ces 10 pièces ne valaient rien à l'époque, zéro. Juste une ligne dans une base de données que 2 passionnés se renvoyaient entre leurs machines. Tout au long de l'année 2009, le système a vécu dans l'anonymat total.
La pièce n'avait pas de prix, il n'y avait tout simplement rien à acheter avec. Le premier taux de change est apparu seulement en octobre et il a été fixé par un passionné qui a calculé le coût de l'électricité pour le minage. Cela donnait, pour $1, 1309 bitcoins, pas l'inverse. $1 valait 1309 pièces. À ce taux, la future fortune de Satoshi aurait pu être achetée pour le prix d'un ordinateur portable d'occasion. Et tandis que le monde ne remarquait pas sa création, Satoshi travaillait lui-même. Les archives montrent comment. Il écrivait du code, répondait sur le forum, corrigeait des vulnérabilités, débattait de solutions techniques, des centaines de messages, un ton posé, poli, impersonnel. En 2 ans de correspondance active, il n'a jamais mentionné son âge, son pays, la météo extérieure ou sa fatigue. Les chercheurs traceront plus tard un graphique de ses heures de message, essayant de calculer au moins son fuseau horaire quand cette personne dort. Le graphique montre quelque chose d'étrange, c'est comme s'il ne dormait jamais. En février, Satoshi a écrit sur un forum une phrase qui explique son projet mieux que n'importe quel livre blanc. Le problème fondamental de la monnaie conventionnelle est toute la confiance requise pour qu'elle fonctionne. La banque centrale doit être digne de confiance pour ne pas dévaluer la monnaie. Mais l'histoire des monnaies fiduciaires est pleine de ruptures de cette confiance. Voilà le manifeste, pas pour gagner de l'argent, pas pour devenir riche, pour supprimer la confiance dans les gens et la remplacer par les mathématiques. Pour vous aider à comprendre à quel point ces mathématiques ressemblaient à un jouet à l'époque. En mai 2010, 1 an et demi après le lancement, un programmeur de Floride a effectué le premier achat de l'histoire en utilisant des bitcoins. 2 pizzas, 10 000 pièces, en monnaie d'aujourd'hui, 600 millions de dollars. Les gens sur le forum rièrent de l'affaire à l'époque. Satoshi n'a pas écrit un mot à ce sujet. À en juger par les archives, le prix de la pièce ne l'intéressait pas du tout. Dans aucun de ces centaines de messages, il n'est de question du taux de change, de profit ou d'investissement. Un créateur de monnaie indifférent à l'argent. Et c'est là que l'étrangeté commence, la raison pour laquelle nous sommes tous ici. Un homme qui ne faisait confiance à personne a miné un trésor la première année qui est aujourd'hui évalué à des dizaines de milliards de dollars. Et ensuite, il a fait quelque chose avec ce trésor que personne dans l'histoire de la monnaie n'a jamais fait. Il n'y a pas touché, du tout, pas une seule fois. Mais comment savoir combien de pièces Satoshi possède? Il n'a pas publié d'adresse, il ne s'est pas vanté de son solde, il n'a pas laissé de testament. La réponse à cette question a été trouvée par un homme d'Argentine. Et ce qu'il a découvert en 2013 a transformé 1 million de pièces sans visage en preuve. En avril 2013, le cryptographe argentin Sergio Demian Lerner était penché sur les données brutes de la première année de vie du Bitcoin. Il s'intéressait à une question ennuyeuse, purement technique. Comment exactement les premiers blocs ont été minés? Pour ce faire, il a regardé un champ de service à l'intérieur des blocs, ce qu'on appelle l'extranonce, un compteur que le logiciel de minage incrémente pendant le processus. Un champ auquel personne n'avait jamais prêté attention. Données inutiles, poussière numérique. Dans cette poussière, Lerner a vu un motif. Pour tous les autres mineurs, le compteur se comportait comme il se doit, de manière chaotique, avec des réinitialisations, avec des sauts irréguliers. Mais un mineur se distinguait. Son compteur augmentait en ligne nette et continue, bloc après bloc, semaine après semaine. Comme si, parmi une foule de personnes marchant dans la neige de manière désorganisée, une personne marchait en une ligne de pas parfaitement droite. Lerner a surnommé ce mineur Patoshi, et il a commencé à compter ses blocs. Le résultat était ahurissant. Environ 22 000 blocs au cours de la première année du réseau, 50 pièces par bloc. Total, environ 1 100 000 bitcoins. Un mineur, une machine avec une signature caractéristique. Presque 5% de toutes les pièces qui existeront jamais. Et ce mineur travaillait dès le premier jour. Le motif Patoshi commence dès le bloc genèse. Une conclusion qu'il est impossible d'éviter, Patoshi et Satoshi. Le créateur du système était aussi son principal mineur. La communauté a accueilli la découverte de Lerner avec hostilité. Il a été accusé de nuire à la réputation du Bitcoin. Il s'est avéré que la monnaie du peuple était détenue à moitié par un individu anonyme. Ils ont essayé de lui prouver que le motif aurait pu être laissé par plusieurs mineurs synchronisés, un pool précoce, une coïncidence. Lerner a méthodiquement démonté chaque objection. Les blocs du motif sont liés ensemble d'une manière que seule une machine, poursuivant son propre travail, pourrait lier. Ils ont seulement débattu de la taille du magot. Certaines études ont abaissé l'estimation à 700 000 pièces, d'autres ont confirmé 1 100 000. Mais l'essentiel était réglé. Un participant, une signature, une part géante de la première année. Aujourd'hui, les sociétés d'analyse au niveau d'Arkham qui suivent les portefeuilles des gouvernements et des milliardaires suivent officiellement la fortune de Satoshi sur la base du motif Patoshi, plus de 22 000 adresses, chacune avec 50 pièces nettes, comme des soldats en formation. Il semblerait que l'histoire soit aussi simple que possible. Un génie a créé de la monnaie et en premier lieu l'a accumulée pour lui-même. Cela semble logique, presque trop logique.
Parce que plus tard, Lerner et les chercheurs qui ont poursuivi son travail ont vu des choses dans le motif qui brisent complètement cette version. Le mineur Patoshi ne se comportait pas comme un chercheur d'or, il se comportait comme un agent de sécurité. Lorsque de nouveaux participants sont arrivés sur le réseau et que la puissance totale a augmenté, Patoshi a réduit la sienne. Il a fait de la place. Il a miné moins qu'il n'aurait pu. De temps en temps, il s'arrêtait complètement, s'éteignant pendant des heures et des jours, comme s'il vérifiait si le réseau survivrait sans lui, si l'enfant pouvait faire ses premiers pas sans la main de son père. Le chercheur Jamison Lopp, qui a passé des années à fouiller ces données, a été direct. On dirait que ce mineur se préoccupait de la stabilité du réseau, pas du gain personnel. La première année, le Bitcoin était un nourrisson. Un attaquant avec quelques ordinateurs puissants aurait pu saisir plus de la moitié de la puissance totale, réécrire l'histoire des transactions et tuer l'idée dans l'œuf. Le million de pièces de Patoshi n'est pas un trésor, c'est un sous-produit de la protection. Satoshi a laissé sa machine allumée pour que sa création survive à son enfance, et chaque cinquantaine de pièces minées n'était pas une récompense, mais une balle dans le chargeur du défenseur. Une belle image, n'est-ce pas ? Un gardien désintéressé au berceau d'une nouvelle monnaie. J'aurais pu être touché par cela et clore le sujet. Mais j'ai regardé comment le motif se termine. En mai 2010, le motif Patoshi s'interrompt, la machine s'éteint pour toujours. Les analystes de la société Whale Alert, qui ont revérifié les données de Lerner 10 ans plus tard, ont confirmé, après mai 2010, la signature caractéristique disparaît de la blockchain. À ce moment-là, le réseau s'était renforcé. Il y avait assez d'autres mineurs. Le garde a considéré sa mission comme terminée. Voici un chiffre qui pèse plus lourd que 10 arguments. Près de 16 ans se sont écoulés depuis ce jour. En ce temps, le Bitcoin est passé de 0 à 126 000 $ par pièce. À son apogée, la fortune de Satoshi valait 138 milliards, la 11e place parmi les personnes les plus riches de la planète, au-dessus de la plupart des milliardaires vivants sur la liste Forbes. Le nombre de transactions sortantes depuis ces 22 000 adresses au cours de toutes ces années est de 0. Pas une seule vente au sommet, pas un seul transfert aux héritiers, pas une seule pièce pour une œuvre caritative. 10 pièces à Hal Finney en janvier 2009, le seul mouvement de toute son histoire. Et cela a été fait avant que cet argent n'ait la moindre valeur. Les gens ont perdu la tête pour un millième de cette somme. Ici, c'est le silence de mort. Vous pourriez dire, peut-être que le propriétaire attend juste un prix encore plus élevé? Alors regardez les derniers mois. En octobre, le Bitcoin était à un sommet historique. Au début de l'été, il s'était effondré de plus d'un tiers à 60 et quelques mille dollars par pièce. La fortune de Satoshi a fondu de 70 milliards de dollars en 8 mois, de 138 à 68. Dans le classement des personnes les plus riches de la planète, le fantôme est passé de la 11e à la 20e place, laissant Bill Gates le dépasser. N'importe quelle personne vivante aurait encaissé au moins une partie au sommet. N'importe quel héritier, n'importe quel gestionnaire de fonds, n'importe quel voleur avec des clés dérobées. Ils auraient vendu quelque chose. Ici, rien n'a été vendu. Cet argent se comporte comme si, pour son propriétaire, il n'avait jamais été de l'argent. Le silence est la principale pièce à conviction, car il n'y a que quelques explications au silence. Le propriétaire ne veut pas toucher à l'argent. Le propriétaire ne peut pas y toucher, ou alors le propriétaire n'est plus là. Et les clés traînent quelque part où personne n'a pensé à chercher. Avant de décortiquer ces versions, nous devons répondre à la question que vous vous posez déjà. Où Satoshi lui-même est-il allé? Parce qu'il n'a pas seulement éteint son mineur en mai 2010. 6 mois après, il a commencé à s'effacer du monde, méthodiquement, étape par étape, comme un homme qui brouille ses pistes. Et juste avant sa disparition, il a commis un acte que 15 ans plus tard, j'analyserai comme la preuve clé dans cette affaire. Il a transmis le contrôle du Bitcoin à une autre personne et cette personne s'est rapidement dirigée vers le quartier général de la CIA. Le 5 décembre 2010, Satoshi Nakamoto a perdu son calme pour la première fois en 2 ans. Le forum discutait de la nouvelle. Wikileaks, dont les dons avaient été bloqués par Visa, Mastercard et PayPal, prévoyait d'accepter le Bitcoin. La communauté était en liesse, c'était ça, la reconnaissance, le premier client de haut profil. Et puis le créateur est entré dans la discussion. « Non, ne faites pas ça », a-t-il écrit. « Le projet est trop petit, le réseau ne supportera pas une telle attention. Je lance un appel à Wikileaks, n'utilisez pas le Bitcoin. C'est une petite communauté bêta dans sa phase initiale, il n'a pas été entendu. » Une semaine plus tard, le 12 décembre, Satoshi a écrit à nouveau sur le forum. Et ce message est devenu le dernier public de sa vie. Il contenait une phrase citée aujourd'hui comme une épitaphe. Wikileaks a donné un coup de pied dans la fourmilière et les saints se dirigent vers nous. Le lendemain, le 13 décembre, il s'est connecté au forum pour la dernière fois. Il n'a rien écrit. Il a juste regardé et s'est déconnecté. Pour toujours. Après cela, il a agi comme un homme suivant un protocole d'évacuation. Au cours des mois suivants, Satoshi a remis la clé cryptographique du système d'alerte d'urgence du réseau au programmeur Gavin Andresen, essentiellement le dernier levier de pouvoir du créateur sur sa propre création. Le 23 avril 2011, le développeur Mike Hearn a reçu un email privé de sa part. Le dernier email connu de Satoshi Nakamoto,
2 pensées, 0 émotion, je suis passé à autre chose. Le Bitcoin est entre les bonnes mains de Gavin et des autres. Et maintenant, une chronologie qui donne froid dans le dos. Quelques jours après cet email, Gavin Andresen a annoncé publiquement sur le forum il avait été invité à faire une présentation sur le Bitcoin à la CIA, pas dans une université, pas lors d'une conférence, au quartier général de la Central Intelligence Agency à Langley. Gavin y est allé, et c'est durant ces jours-là que Satoshi est devenu complètement silencieux, coupant même toute correspondance privée avec ceux à qui il parlait depuis des années. Une coïncidence? Peut-être. Mais souvenez-vous de cet alignement des dates. Nous y reviendrons quand nous analyserons qui pourrait détenir les clés. Satoshi a disparu parfaitement. Pas une seule photographie n'est restée, pas un seul enregistrement de sa voix, pas un seul fait biographique vérifiable. 15 ans de traque par les meilleurs journalistes, cryptographes et agences de renseignement du monde, et 0. Mais moi, je le répète, je ne m'intéresse pas à lui. Je m'intéresse à son argent. Et c'est là que commence l'histoire que je vous ai promise au tout début. L'histoire de ma découverte en mai. Au début du mois de mai, j'étais sur une plateforme analytique qui suit le mouvement des vieilles pièces en vérifiant des données pour une vidéo complètement différente. Et j'ai vu une marque fraîche, une adresse de 2009 s'était réveillée, l'ère Satoshi, la toute première génération de pièces. Mon cœur a raté un battement, quiconque travaille dans ce domaine a un réflexe pour de telles marques, parce qu'il y avait eu un précédent. Et quel précédent? Le 4 juillet 2025, jour de l'indépendance des États-Unis, le plus grand réveil de l'histoire du Bitcoin s'est produit. 8 portefeuilles qui étaient restés dormants pendant 14 ans ont bougé en une seule nuit, 80 000 pièces, près de 9 milliards de dollars au taux de change de l'époque. Les pièces avaient atterri sur ces adresses en avril et mai 2011, exactement durant les mêmes semaines où Satoshi écrivait son email d'adieu. L'achat total avait coûté aux propriétaires moins de 210 000 dollars à l'époque, un rendement d'environ 4 millions de pourcents. Le monde de la crypto est devenu fou. Satoshi est revenu, hurler de les gros titres. Satoshi vend, Satoshi est vivant. Et maintenant, presque un an plus tard, une adresse encore plus ancienne se réveille. J'ai tout mis de côté. Pendant une semaine, j'ai vécu dans les données de la blockchain, j'ai remonté l'historique de l'adresse, vérifié les horodatages, cherché des liens vers d'autres portefeuilles précoces et construit des chaînes. L'adresse était une vraie vétérane, les pièces y ont atterri à l'été 2009, quand il n'y avait que quelques douzaines de personnes sur tout le réseau. Tout concordait, l'âge, l'ère, la signature du minage précoce. J'écrivais déjà mentalement le script d'une vidéo intitulée « Satoshi a bougé ». Et je calculais comment j'allais m'excuser auprès de ces commentateurs que j'avais passé des années à convaincre qu'ils ne reviendraient jamais. Et puis, j'ai fait ce que j'aurais dû faire le premier jour. J'ai ouvert les travaux de Lerner et j'ai comparé les blocs de cette adresse avec le motif Satoshi. Un échec. L'extra-annonce était irrégulier, les intervalles chaotiques, aucune connexion avec les blocs du motif. Juste un mineur précoce ordinaire, l'un de ces dizaines de passionnés qui faisaient tourner le programme sur des machines domestiques aux côtés de Satoshi. Pas lui, encore pas lui. J'ai passé une semaine et j'ai heurté un mur que des centaines de chercheurs avaient heurté avant moi. La piste s'était refroidie. J'étais sur le point d'abandonner le sujet. Et puis ça m'a frappé. La chose qui a rendu la perte de cette semaine utile. J'avais vérifié des réveils auparavant. Les 81 000 de juillet. Ils ont aussi été passés au crible du motif Lerner dans les premiers jours. Et c'était aussi un échec. Ce mineur a commencé à travailler quand la machine de Satoshi était déjà silencieuse depuis un an. Le réveil de 3900 pièces à la fin juillet, un échec. 150 pièces d'un vétéran de 2009, un échec. Et mon adresse de mai, un échec. J'ai listé tous les réveils majeurs de vieux portefeuilles Kia de ces dernières années dans une colonne. Et j'ai vu un motif qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Tout le monde se réveille. Tôt ou tard, tout le monde. Vétérans de 2009, baleines de 2011, les perdus et les retrouvés, héritiers et voleurs, les vieilles pièces à travers le réseau reprennent vie régulièrement. Des dizaines d'adresses par an. Cupidité, mort, nécessité, peur, quelque chose réveille toujours n'importe quel argent. C'est une loi. En 16 ans, elle a eu exactement une exception. 22 000 adresses du motif Satoshi, 0 réveil, pas une seule, jamais. Comprenez-vous ce que cela signifie? Le silence de Satoshi n'est pas juste un fait. C'est une anomalie statistique de proportions monstrueuses. 22 000 serrures et pas une seule n'a cliqué, alors que toutes les autres portes autour d'elle s'ouvrent. Ce n'est pas ainsi que se comporte l'argent d'une personne vivante. Ce n'est pas ainsi que se comporte l'argent des héritiers. Ce n'est pas ainsi que l'argent se comporte du tout, à moins que quelque chose ne se passe avec les clés que nous ne comprenons pas. Et à partir de ce moment, ma question a cessé de ressembler à « Qui est Satoshi ?» Elle a commencé à ressembler à ceci. Que doit-il arriver aux clés de 70 milliards de dollars pour qu'elles ne touchent aucune serrure pendant 16 ans? Il n'y a que quelques réponses honnêtes à cette question. Et la première d'entre elles se cache dans 3 lettres que vous avez déjà entendues aujourd'hui. L'anglais. Dans les archives d'un forum fermé, auquel j'ai accédé à l'époque où je travaillais sur des enquêtes précédentes, il existe un fil de discussion datant de 2023.
Il est intitulé sobrement « Gardien ». L'auteur du fil, une personne utilisant le pseudonyme Cold Archive, s'est présenté comme un ancien employé d'une société d'analyse travaillant sous contrat avec des agences américaines. Il écrivait rarement et brièvement. Mais j'ai lu l'un de ses messages 10 fois. « Vous cherchez tous le propriétaire », écrivait-il, « mais vous devriez chercher le gardien. » Ce sont deux professions différentes. La théorie qui a été assemblée pendant des années sur ces forums ressemble à ceci. Les clés de Satoshi n'appartiennent plus à Satoshi depuis longtemps. Soit il les a remises lui-même à un tiers, volontairement, tout comme il a remis la clé du système d'alerte à Gavin. Soit elles ont été saisies. Et le candidat principal au rôle de gardien, ce sont les structures du renseignement américain. Cela ressemble à des divagations paranoïaques. Attendez avant d'éteindre. Ces divagations reposent sur des documents et les fondations sont inconfortablement solides. Document 1, juin 1996, la National Security Agency des États-Unis publie une étude intitulée « Comment fabriquer une monnaie, la cryptographie de l'argent électronique anonyme ». 18 pages, ou 12 ans avant le livre blanc de Satoshi, l'architecture d'une monnaie numérique anonyme basée sur des signatures cryptographiques est décrite. Les auteurs sont des mathématiciens de la NSA. Et maintenant, le détail qui fait trembler les mains des archéologues du forum. Dans la liste des sources de ce travail, le cryptographe japonais Tatsuaki Okamoto est mentionné. Tatsuaki Okamoto, Satoshi Nakamoto, je ne tire aucune conclusion. Je lis simplement la bibliographie. Document 2, Bitcoin lui-même. Son cœur, l'algorithme de hachage SHA-256, a été développé et publié par cette même National Security Agency en 2001. En d'autres termes, la machine censée libérer le monde du contrôle étatique sur l'argent est construite autour d'un composant forgé dans la forge du renseignement électromagnétique américain. Il n'aime pas évoquer cela lors des conférences sur la crypto. Je vais dire un mot sur la théorie à propos de laquelle on m'interroge dans les commentaires depuis des années. La DARPA, l'agence de recherche du Pentagone. Il n'existe aucun document direct reliant l'agence à Bitcoin, j'ai cherché. Mais la logique exposée par les partisans de cette théorie mérite d'être entendue. Pendant des décennies, la DARPA a fonctionné selon un modèle, créé une technologie, la lâcher dans le monde et observer ce qui en ressort. C'est ainsi qu'est né Internet, un réseau militaire remis aux civils. C'est ainsi qu'est né Tor, un projet de laboratoire naval devenu un réseau anonyme pour la planète entière. L'argent anonyme dans cette séquence ne ressemble pas à une exception, mais à une troisième étape logique. D'abord un réseau libre, puis une communication anonyme, puis une monnaie incontrôlable. Un ensemble complet d'infrastructures qu'on ne peut pas éteindre. Et à chaque fois, le créateur s'efface, car l'outil ne fonctionne que tant qu'il semble n'appartenir à personne. Et troisième point, l'alignement des dates. Le créateur remet les clés de contrôle, écrit « Je suis passé à autre chose » et s'évapore dans la nature durant les semaines mêmes où son successeur prépare sa valise pour un briefing à l'anglais. Sur ce même forum privé, un utilisateur sous le pseudonyme Cold Archive l'a formulé en une phrase que je citerai telle quelle « On n'abandonne pas un projet une semaine avant de rencontrer le client. On le livre ». Comment cela fonctionne-t-il dans la version de l'interrupteur de l'homme mort? Simple, les clés reposent dans un coffre, avec une agence, une fondation ou un mandataire de confiance. Vous ne pouvez pas toucher aux pièces. Tout mouvement détruirait la légende d'un Bitcoin indépendant et ferait s'effondrer un marché désormais occupé par des fonds de pension et des nations entières. Le million de pièces de Satoshi dans cette version n'est pas une richesse. C'est un interrupteur d'urgence que même le propriétaire est terrifié à l'idée d'actionner. L'arme de dissuasion parfaite. Tant qu'elle reste en sommeil, elle fonctionne. Une belle théorie, cohérente. Elle explique le silence. Elle n'a qu'un seul problème. Elle est aussi indémontrable qu'irréfutable. Alors, laissez-moi vous montrer la deuxième version, celle qui, pour être honnête, me semble plus crédible. Et je commencerai par un nombre qui change tout. 1979. 30 ans avant Bitcoin, le cryptographe Adi Shamir, le S même dans l'abréviation de l'algorithme RSA, a publié un schéma de partage de secrets. L'idée est brillamment simple, n'importe quelle clé peut être mathématiquement découpée en plusieurs morceaux et distribuée à différentes personnes. Pour réassembler la clé, il faut un quorum, disons 3 parties sur 5. 2 parties, 4 parties individuellement, ce ne sont qu'un ensemble inutile de nombres. La clé n'existe qu'au moment où les détenteurs des parties se réunissent et se mettent d'accord. Appliquez maintenant ce schéma à la principale particularité de Satoshi. Les linguistes qui ont analysé ces textes ont passé des années à buter sur la même chose. Il écrivait parfois en anglais britannique, parfois en américain, parfois nos colours avec un U, parfois sans. Dans le code, un style, dans les emails, un autre, dans le livre blanc, un troisième. Il répondait sur le forum à toute heure du jour et son graphique d'activité ne correspondait à aucun fuseau horaire de la planète. Un génie solitaire qui ne dort jamais et qui s'embrouille constamment dans son orthographe. Ou alors, plusieurs personnes derrière un seul masque. Un précédent pour une telle équipe existait. Dans les années 90 et 2000, un groupe de cryptographes et d'activistes, se faisant appeler cypherpunk, construisait délibérément une monnaie anonyme.
Projet après projet, tentative après tentative, eGold, Hashcash, Bmoney, BitGold, chaque brique du futur Bitcoin a été posée par quelqu'un de ce cercle restreint. Tous les candidats à l'identité de Satoshi que les enquêteurs passent au crible depuis 15 ans viennent de cette liste. Alors, peut-être que la vérité n'est pas de savoir lequel d'entre eux est Satoshi, mais dans le fait que le mot « lequel » est redondant ici. Et si Satoshi est 3, 4 ou 5 personnes ayant divisé la clé maîtresse en utilisant le schéma de Shamir, alors le silence des pièces s'explique sans aucun mysticisme. Le quorum ne se réunit plus, quelqu'un est mort et sa partie de la clé est morte avec lui. Hal Finney, le destinataire de la première transaction et le candidat principal pour toute version d'un Satoshi collectif, est décédé en 2014 de la sclérose latérale amyotrophique. Son corps est congelé dans une installation cryogénique en Arizona, attendant une technologie qui pourrait un jour être capable de le réanimer. Je comprends ce que cela implique, mais c'est un fait documenté. L'homme qui a tenu les premières pièces de Satoshi entre ses mains repose dans de l'azote liquide, et s'il détenait une partie de la clé, elle est gelée dans la glace avec lui. Ou peut-être que personne n'est mort, peut-être ont-ils simplement conclu un accord. Sur un vieux forum de l'époque Cypherpunk, j'ai trouvé un message de 2019 par un utilisateur signé Genesis Witness. Il prétendait connaître personnellement 2 membres du groupe Nakamoto, et décrivait leur accord en une ligne. Les pièces ne bougeront que lorsque tout le monde sera d'accord, et tout le monde ne sera jamais d'accord. Il est impossible de vérifier cela. Mais pensez à la structure. Si une clé est divisée, alors l'immobilité des pièces n'est pas la décision de quelqu'un. C'est une impasse de négociation éternelle intégrée dans la mathématique elle-même. Le coffre-fort le plus sûr est celui que personne ne peut ouvrir seul, y compris les propriétaires. Pendant 16 ans, ces versions pouvaient être discutées comme un jeu de salon. Le gardien de l'anglais, l'interrupteur de l'homme mort, la clé divisée, le secret gelé dans la glace, choisissez, personne ne vérifiera jamais de toute façon. Toutes ces théories partagent une hypothèse silencieuse. Les pièces ne peuvent pas être touchées sans les clés. Quelle importance de savoir qui les possède si vous ne pouvez rien faire sans elles. Eh bien, cette hypothèse est morte. Le 11 février 2026, un document est apparu dans le dépôt principal de Bitcoin qui, pour la première fois dans l'histoire, prépare le réseau à un adversaire qui n'a pas besoin de clé du tout. L'horloge a commencé à tourner. Le 24 avril 2026, un chercheur indépendant nommé Giancarlo Lelli a cassé une clé cryptographique du même type que celle qui protège chaque portefeuille Bitcoin sur la planète. Il ne l'a pas cassée avec un superordinateur, un mot de passe volé ou une vulnérabilité dans le code. Il a utilisé une machine quantique dont l'accès peut être loué par n'importe qui sur Internet. Pour cela, la société Project Eleven, qui étudie les menaces quantiques, lui a versé la prime annoncée. Un bitcoin environ 78 000 $. Laissez-moi calmer les esprits immédiatement. La clé était un jouet, longue de 15 bits. Les vraies clés Bitcoin font 256 bits, et l'écart entre ces nombres n'est pas 17 fois plus grand. Il est astronomique. Les machines quantiques d'aujourd'hui ne casseront pas un vrai portefeuille en 1 an, ni même en 100 ans de travail. Peut-on souffler ? Ne soyez pas si sûr. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la trajectoire. Il y a 5 ans, casser ne serait-ce qu'une clé de courbe elliptique jouée avec du matériel quantique relevait de la science-fiction. Maintenant, un individu seul l'a fait sur un équipement loué. Et tout au long de 2026, cette trajectoire s'incurve brusquement vers le haut. Regardez la chronologie des derniers mois. En mars, des études de Caltech et de Google ont été publiées. Les machines quantiques approchent de la zone de danger plus rapidement que n'importe quelle prévision ne l'avait prédit. L'intelligence artificielle a appris à corriger leur maladie principale, les erreurs de calcul. Les experts en sécurité Bitcoin ont publié une estimation de probabilité pour la première fois. Une chance sur 10 qu'un ordinateur quantique extrait une clé privée d'un portefeuille d'ici 2032. Parallèlement, Google a annoncé qu'il déplaçait l'ensemble de son infrastructure vers un chiffrement post-quantique d'ici 2029. Pensez à cela. Une entreprise possédant les meilleurs laboratoires quantiques au monde s'est fixé une date limite dans 3 ans. Quand le constructeur d'un abri anti-atomique annonce une date, vous devriez vous demander ce qu'il sait de la météo. Il existe des sceptiques et des sceptiques de poids. Adam Back, une légende vivante des cypherpunks et l'un des éternels candidats au titre de Satoshi, insiste publiquement sur le fait que la véritable menace est encore à 20 ou 40 ans et que la panique actuelle est exagérée. Peut-être, mais le Bitcoin lui-même a décidé de ne pas prendre de risques. Le 11 février 2026, le document numéro 360 a été intégré au dépôt officiel du réseau, le premier type d'adresse résistant aux ordinateurs quantiques de l'histoire. Pendant 16 ans, la menace quantique dans le monde de la crypto a été tournée en dérision. Aujourd'hui, les fondations sont réécrites pour s'y adapter. Et maintenant, pourquoi tout cela a un lien direct avec notre enquête ? Le fait est que la menace quantique est inégalement répartie. Elle ne frappe pas toutes les pièces de la même manière. Pour qu'une machine quantique puisse pirater un portefeuille, elle a besoin d'un point de départ, une clé publique.
Dans les adresses modernes, elle est dissimulée par le hachage et n'est exposée qu'au moment de la dépense. Si vous détenez des pièces sur une adresse fraîche et que vous n'y touchez pas, le pirate quantique n'a rien à quoi se raccrocher. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Le tout premier format Bitcoin, utilisé en 2009 et 2010, inscrivait les clés publiques directement dans la blockchain, en texte clair, pour toujours. Vous avez déjà compris à qui appartiennent ces pièces. Pratiquement la totalité du million de pièces de Satoshi repose dans ce format très ancien. 22 000 adresses du modèle Satoshi exposent leurs clés publiques au monde entier depuis 16 ans. C'est simplement que jusqu'à présent, aucune puissance n'était capable de transformer une clé publique en clé privée. Les analystes du projet 11 ont calculé la taille totale de la zone vulnérable, environ 6 900 000 pièces, avec des clés exposées, soit un tiers de tous les bitcoins existants, des centaines de milliards de dollars. Et le morceau le plus gras de cette zone est le trésor du créateur. Pour les pièces ordinaires, la recette du salut est prête. Le nouveau standard permet de migrer vers des adresses résistantes au quantique. Un mouvement et vous êtes en sécurité. Une minuscule formalité, seul le propriétaire des clés peut signer le transfert. Un système bâti sur le principe de vos clés, vos pièces, ne prévoit pas le sauvetage de la propriété d'autrui. Personne, ni les développeurs, ni les mineurs, ni la communauté tout entière à l'unisson, ne peut déplacer les pièces de Satoshi vers une zone sécurisée. Lui seul peut le faire. Et il est silencieux depuis 16 ans. Vous souvenez-vous des 50 pièces du bloc Genesis que Satoshi a isolées pour que personne ne puisse jamais les dépenser ? À l'époque, cela ressemblait à un geste magnifique. Aujourd'hui, son million entier fait la queue devant cette même vitrine. De l'argent que tout le monde peut voir, mais que personne ne peut toucher, avec une nuance. Bientôt, quelqu'un apparaîtra qui le pourra. Et c'est ici que la communauté Bitcoin s'est fracturée comme jamais auparavant dans toute son histoire. En avril, un groupe de développeurs dirigé par le célèbre chercheur Jamison Lopp a soumis la proposition numéro 3, 161. Son essence ressemble à une hérésie. Geler les pièces vulnérables au quantique, interdire au réseau d'accepter les transactions provenant d'anciens formats après un certain point. En clair, bloquer les portefeuilles de Satoshi, pour toujours. Pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains d'un voleur quantique, ils doivent être retirés à tout le monde, y compris à leurs propriétaires. Le camp Progel soutient qu'il n'y a pas d'autre solution. Si un matin, une machine quantique commence à déverser le million de pièces du fondateur sur les plateformes d'échange, un marché de plusieurs milliers de milliards de dollars mourra en quelques heures. Un gel est le moindre des deux mots. Le camp de l'opposition répond « Vous proposez de tuer le Bitcoin pour le sauver ». Confisquer les pièces de quelqu'un par un vote est exactement ce contre quoi Satoshi a construit ses défenses. Faites cela une fois et tout le concept de « vos clés, vos pièces » barre en poussière. Pendant 16 ans, l'humanité a débattu pour savoir à qui appartiennent les pièces de Satoshi. Maintenant, elle vote pour savoir s'il a seulement le droit de les posséder, par contumace, sans accuser. Et quand j'ai fini de lire les transcriptions de ces disputes, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. La raison même pour laquelle cette vidéo devait être faite. Tout ce temps, nous avons posé la question, qui contrôle les portefeuilles de Satoshi ? Un agent de l'anglais, un groupe avec une clé partagée, un mort, un fantôme? J'ai passé au crible chaque théorie et ce n'est qu'à la toute fin que j'ai réalisé que l'erreur est intégrée à la question elle-même. Personne ne contrôle ces portefeuilles. Et c'est précisément ce qui les contrôle. Regardez, pendant 16 ans, le million immobile de Satoshi a agi comme le mur porteur de toute la crypto-économie. 5% de toutes les pièces sont hors circulation. C'est la rareté intégrée sur laquelle repose le prix. Un créateur qui n'a pas vendu une seule pièce et le mythe de la pureté des intentions sur lequel la confiance est bâtie. Quiconque achète du Bitcoin, de l'adolescent avec 100 $ au fonds de pension avec des milliards, parie inconsciemment sur le fait que ce mur ne bougera pas. Cet argent lui-même a cessé depuis longtemps d'être de l'argent. Il est devenu la fondation sous-jacente à des milliers de milliards appartenant à d'autres. Et maintenant, rassemblez tout cela. Si les clés sont entre les mains des agences de renseignement, elles ne peuvent pas les utiliser. Déplacer les pièces ferait s'effondrer le marché et enterrerait la légende. Si les clés sont partagées entre plusieurs personnes, un quorum ne sera jamais atteint. Si les clés sont perdues, alors encore moins. Chaque version de notre enquête aboutit à la même conclusion. Les pièces ne doivent pas bouger, quel que soit leur détenteur. La stase n'est pas le mystère de cette histoire. La stase est la solution. Satoshi, quel qu'il ait été, a construit un système dans lequel sa propre fortune ne peut exister que sous une seule forme, la forme du silence. Mais cette structure vient d'acquérir un adversaire qui se moque de l'équilibre. Une machine quantique n'a pas besoin du consentement des agents, du quorum d'un groupe ou de la volonté d'un fantôme. Elle a seulement besoin d'une clé publique, et celle-ci est suspendue à la blockchain depuis 2009. Et c'est pourquoi la question par laquelle nous avons commencé est devenue obsolète sous nos yeux. La question n'est plus qui possède les clés de Satoshi. La question est, que se passera-t-il le jour où les clés ne seront plus nécessaires? L'humanité a, selon diverses estimations, entre 3 et 30 ans pour trouver une réponse. L'horloge tourne déjà, et pour l'instant, le mur tient toujours. Je m'appelle Monsieur Dark Web.
Écrivez dans les commentaires de quel côté vous êtes, gelez les pièces du créateur ou laissez le futur s'en emparer en premier. À l'heure actuelle, près de 100 milliards de dollars en Bitcoin dorment dans des portefeuilles abandonnés. Ils n'ont pas bougé depuis 15 ans. Ces bitcoins appartiennent à l'homme que tout le monde connaît, et pourtant personne ne connaît, Satoshi Nakamoto. En octobre 2024, HBO a sorti un film qui prétendait démasquer Satoshi. Mais il y a à peine un mois, le New York Times a désigné une personne totalement différente. Entre ces enquêtes, il y a 18 mois, des millions de dollars dépensés et zéro preuve concrète. Je suis Monsieur Dark Web, et aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi même les meilleurs enquêteurs du monde ne le trouveront jamais, et pourquoi c'est la meilleure issue possible pour le monde entier. J'ai commencé à creuser cette affaire en mars. Je voulais simplement disséquer la nouvelle enquête du New York Times. Elle a été publiée le 8 avril 2026 et a fait voler en éclats la communauté crypto. Mais plus je plongeais dans les archives, moins la question « Qui est Satoshi ?» m'importait. Une autre question a pris sa place. Une question bien plus terrifiante. Pourquoi est-il resté silencieux pendant 15 ans? Le 12 décembre 2010, Satoshi Nakamoto écrit son dernier message public, le 575e message sur le forum Bitcoin Talk. Technique, sec, pas d'adieu. Le lendemain, il se connecte au forum pour la dernière fois. Il n'écrit rien. Il se contente de se connecter et disparaît. 4 mois plus tard, le 23 avril 2011, le développeur Mike Hearn reçoit un email privé de sa part. Ce sera le dernier message connu de Satoshi. Jamais. Il ne contient que 2 pensées. Je suis passé à autre chose et le Bitcoin est entre de bonnes mains avec Gavin et les autres. Gavin, c'est Gavin Andresen, le programmeur à qui Satoshi avait confié les clés cryptographiques du système d'alerte du réseau quelques jours seulement avant cet email, des droits d'administrateur sur sa propre invention. Satoshi n'est pas juste parti, il a laissé un testament. Et voici ce qui a attiré mon attention, il n'est pas parti à un moment aléatoire. 2 jours avant son dernier message, le magazine PC World publiait un article majeur. WikiLeaks a donné un coup de pied dans la fourmilière. Il expliquait comment l'organisation de Julian Assange, après avoir vu ses dons bloqués par Visa, Mastercard et PayPal, annonçait « Nous acceptons désormais le Bitcoin ». C'était le moment. Une crypto-monnaie peu connue des geeks et des cypherpunks s'est soudainement transformée en un outil contre le gouvernement américain. 2 jours après cet article, Satoshi écrivait sur le forum « WikiLeaks a donné un coup de pied dans la fourmilière. Les saints arrivent vers nous ». Il a supplié Assange de ne pas utiliser le Bitcoin. Le réseau n'est pas prêt, le réseau est trop petit, le réseau ne supportera pas l'attention qui est sur le point d'arriver. L'attention des agences de renseignement, l'attention des gouvernements, l'attention de ceux qui savent comment débarquer à 3 heures du matin. Quelques semaines plus tard, Satoshi écrivait à Gavin lui demandant d'arrêter de le qualifier de figure mystérieuse. Il lui a demandé de déplacer l'attention vers l'open source, vers la communauté, vers le code, vers tout, sauf sa propre personne. Et puis il a disparu. Je pensais que c'était une coïncidence. La fatigue, un nouveau projet, jusqu'à ce que je regarde les chiffres. Au moment de sa disparition, Satoshi avait accumulé entre 9, 100 000 et 1 125 000 bitcoins dans ses portefeuilles. Des pièces minées dans les premiers mois de l'existence du réseau, quand elles ne valaient littéralement rien. Aujourd'hui, près de 100 milliards de dollars. 100 milliards, et pas une seule n'a bougé. Pas une transaction en 15 ans, pas un seul message signé prouvant que ces portefeuilles sont les siens. Même quand ils désignent une personne après l'autre sous son nom, que ce soit sur HBO ou dans le New York Times. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la peur. C'est une fuite face à quelque chose que Satoshi a réussi à voir. Qu'a-t-il réussi à voir? Je n'ai pas trouvé la réponse dans les archives des forums, ni dans les emails, je l'ai trouvé dans le destin de ceux que les journalistes ont pris à tort pour Satoshi. Ceux qui ont subi toutes les conséquences, mais n'ont pas reçu une seule pièce. Le 6 mars 2014, un ingénieur âgé de la ville de Temple City en Californie sort de chez lui pour vérifier son courrier. 12 journalistes se tiennent sur sa pelouse. Ils étaient arrivés parce que ce jour-là, un nouveau numéro du magazine américain Newsweek était sorti, avec son visage en couverture. Et la légende, le visage derrière le Bitcoin. Quelques heures plus tard, un étrange cortège roulait sur l'autoroute de Los Angeles. Une voiture en tête, un journaliste de l'Associated Press avec un homme sur le siège passager. 2 voitures derrière, des reporters d'autres publications qui s'étaient joints à la poursuite. Une course-poursuite lente, humiliante, diffusée en direct à la télévision américaine. L'homme sur le siège était Dorian Prentice Satoshi Nakamoto, 64 ans, un ingénieur au chômage, un passionné de trains miniatures, et son seul lien avec le Bitcoin, ses parents l'ont nommé ainsi au Japon en 1949.
Et la journaliste qui a écrit l'article était assise dans la salle de rédaction à ce moment-là, regardant la poursuite aux informations. Elle s'appelait Leah McGrath Goodman. Son article a lancé l'ère de la chasse à Satoshi Nakamoto. Une ère durant laquelle des gens ont souffert alors qu'ils n'avaient jamais écrit une seule ligne de code pour le Bitcoin. Et Dorian n'est pas le pire des cas. Il y en a eu un autre, bien pire, un homme qui mourait d'une maladie incurable. Au moment même où une équipe du SWAT faisait irruption chez lui. Dorian Nakamoto, le 6 mars 2014, 12 journalistes sur sa pelouse, ce n'était que le début. L'article de Newsweek reposait sur une seule phrase. La journaliste Leah McGrath Goodman a abordé Dorian chez lui et lui a posé une question directe sur le Bitcoin. Il a répondu, comme elle le prétend, mot pour mot, « Je ne suis plus impliqué là-dedans et je ne peux pas en discuter ». Cela a été transmis à d'autres personnes, ils en sont responsables maintenant. Cela a suffi pour que sa photo apparaisse en couverture d'un magazine américain respectable avec la légende « Le visage derrière le Bitcoin ». Ce n'est que plus tard que Dorian a expliqué qu'il ne parlait pas du Bitcoin. Il parlait de son ancien travail secret pour des entrepreneurs de la défense et de l'armée, dont il avait contractuellement l'interdiction de parler. Il avait entendu parler du Bitcoin pour la première fois ce matin-là, quand les journalistes ont assiégé sa maison. Mais il était trop tard. La machine était lancée. Sa maison était surveillée, sa voiture traquée, son téléphone ne cessait de sonner. Sa mère, âgée de 88 ans, a fini par croire que les autorités voulaient l'emmener dans une maison de retraite parce qu'elle ne comprenait pas qui étaient tous ces gens et pourquoi. Sa femme et ses enfants, à qui il n'avait pas parlé depuis des années, se sont encore plus éloignés, parce que dans l'article, leur famille était dépeinte d'une manière qu'ils ne reconnaissaient pas du tout. Dorian a poursuivi Newsweek en justice. Il a lancé le site Newsweek Lead. Il a levé des fonds pour ses avocats via le financement participatif. Un ingénieur de 64 ans, qui avait passé sa vie à concevoir des systèmes classifiés pour l'armée américaine, est devenu une cible publique à cause d'une erreur journalistique. Et maintenant, la partie la plus terrifiante. En ce même mois de mars 2014, à quelques kilomètres de la maison de Dorian dans la ville de Santa Barbara, un autre homme mourait lentement. Il s'appelait Al Finney, 58 ans. Et contrairement à Dorian, il avait réellement un lien avec le Bitcoin. Al était une légende, cofondateur de PGP Corporation, développeur de la technologie de preuve de travail réutilisable en 2004, l'un des premiers membres du mouvement Cypherpunk. Il fut la première personne après Satoshi à télécharger et exécuter le Bitcoin. Et il a reçu la toute première transaction de l'histoire du réseau, 10 bitcoins de la main même de Satoshi Nakamoto, le 12 janvier 2009, et il était en train de mourir. En 2009, on lui a diagnostiqué une sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Lou Gehrig, la même que celle de Stephen Hawking, une destruction progressive des cellules nerveuses responsables du mouvement. Le corps se transforme en prison, tandis que l'esprit reste parfaitement lucide. En 2014, Al ne pouvait plus bouger. Un appareil suivant les mouvements de ses yeux l'aidait à parler, et c'est à ce moment précis que les journalistes du monde entier ont décidé que Satoshi Nakamoto c'était lui. Leur logique était compréhensible. Al était l'une des rares personnes au monde à avoir les compétences, les idées et la motivation pour créer le Bitcoin. Il vivait littéralement à 3 km de Dorian Nakamoto, ce qui a donné naissance à la théorie selon laquelle Al aurait pris le pseudonyme Satoshi Nakamoto en l'honneur de son voisin. Il fut parmi les premiers à répondre au livre blanc. Il a travaillé avec Satoshi sur le code au tout premier jour. Les journalistes ont commencé à arriver au domicile de l'homme mourant, à l'appeler, à écrire des lettres, à exiger des réponses, et puis ce qu'on appelle en Amérique le swatting est arrivé. Quelqu'un appelle la police et signale une fausse prise d'otage à l'adresse de quelqu'un d'autre. Des équipes du SWAT armé arrivent à la maison et défoncent la porte. C'est ainsi que des innocents sont morts aux États-Unis à plusieurs reprises. Eh bien, Al Finney a été victime de swatting. Un homme paralysé qui ne pouvait pas sortir de son lit. La police armée est arrivée chez lui. Et parallèlement à cela, le chantage. Des inconnus lui écrivaient, à lui et à sa femme Fran, pour réclamer de l'argent, en proférant des menaces. Les maîtres chanteurs pensaient que Al était assis sur $1 milliard et qu'il faisait juste semblant d'être malade. Al Finney est mort le 28 août 2014. À sa demande, son corps a été congelé dans une chambre cryogénique au sein de la société Alcor en Arizona. Il a cru jusqu'au bout que la technologie pourrait un jour le ramener à la vie. Al Finney était-il Satoshi Nakamoto? Personne n'a jamais pu le prouver. Les analyses textuelles montrent que son style d'écriture différait de celui de Satoshi. Sa femme affirme qu'il n'a pas laissé à la famille une fortune d'$1 milliard. La plupart des cryptographes aujourd'hui sont convaincus que Al était lui-même, et non Satoshi. Mais cela n'a plus d'importance, parce que le système de chasse ne fonctionne pas sur des preuves. Il fonctionne sur la suspicion. Le suivant était Nick Szabo. Szabo est une autre légende, un programmeur et un avocat à la fois.
L'homme qui, dès 1998, a décrit le concept de Bitgold, une monnaie numérique que beaucoup considèrent aujourd'hui comme le prédécesseur direct du Bitcoin. Un cryptographe, linguiste, philosophe, l'une des personnes les plus recluses de cette communauté. Il ne donne pas d'interview, il n'apparaît pas dans les conférences, il ne montre pas son visage, sa réclusion a fait de lui la cible parfaite. En 2015, le journaliste du New York Times Nathaniel Popper a publié un article majeur. Nick Szabo est le candidat le plus probable au rôle de Satoshi. L'épreuve, l'analyse linguistique, des similitudes de style, des similitudes de timing, les mêmes intérêts, le même parcours académique, ses initiales, NS, sont l'inverse de SN pour Satoshi Nakamoto. 10 ans sous le microscope. Chaque mot qu'il a écrit a été passé au crible d'un logiciel de détection d'auteur. Chaque interview a été disséquée par des linguistes. Chaque discours a été comparé au livre blanc du Bitcoin. Szabo nie tout, fermement, constamment. Mais qui se soucie des dénégations dans cette histoire? Le quatrième cas, le plus sale, Craig Wright. Un entrepreneur australien, en 2016, il a publiquement affirmé être Satoshi Nakamoto. Et il ne s'est pas contenté de le dire, il a tenté de le prouver. Il a présenté de prétendues signatures cryptographiques. Il a accordé des interviews à la BBC, à l'Économiste et à GQ. Très vite, ces signatures ont été démontées et prouvées comme étant soit des faux, soit totalement dénuées de sens. Wright a commencé à traîner un mort dans cette histoire. David Kleiman était un expert en criminalistique numérique, un spécialiste de la sécurité informatique. Il a effectivement travaillé avec Wright sur certains projets. En 2003, il a eu un accident de voiture qui l'a laissé paralysé. Il a passé ses dernières années dans un fauteuil roulant, souffrant d'infections et de douleurs. Il est mort en 2013, complètement seul, dans une chambre que personne n'a vérifiée pendant plusieurs jours. Son corps n'a été retrouvé qu'à cause de l'odeur. Et c'est cet homme que Craig Wright a commencé à présenter comme son partenaire dans la création du Bitcoin. Le frère de David, Ira Kleiman, a poursuivi Wright en justice. Il a réclamé la moitié de ces fameux bitcoins de Satoshi au motif que son défunt frère aurait été co-auteur. Le procès a duré des années. Wright a été condamné à payer des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts. Et en 2024, la haute cour britannique a officiellement tranché. Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto. Il ne l'a jamais été. Il a menti systématiquement. Il a falsifié des documents. Il a été reconnu coupable d'outrage au tribunal. L'imposteur a passé près de 10 ans à détruire la vie de ceux qui l'entouraient, tout ça pour être quelqu'un qu'il n'était pas. Et le dernier cas, le plus récent, le 8 octobre 2024, un film documentaire sort sur la plateforme de streaming HBO Max, Monnaie électrique, The Bitcoin Mystery, réalisé par Cullen Obak, le même homme qui, 4 ans plus tôt, avait réalisé Q Into the Storm, sur la personne cachée derrière le mouvement QAnon. Dans la scène finale, Obak s'approche d'un homme et lui dit en face « Je pense que vous êtes Satoshi ». Cet homme était Peter Todd, un programmeur canadien, l'un des développeurs les plus respectés de la communauté Bitcoin. En 2008, quand le livre blanc de Satoshi a été publié, il avait 23 ans. Todd affirme qu'il n'a commencé à s'impliquer activement dans le développement qu'en 2013, 2 ans après la disparition de Satoshi. L'épreuve de Obak ? Un seul message sur un forum datant de 2010, dans lequel, selon le réalisateur, Todd aurait oublié de changer de compte et aurait continué à parler en tant que Satoshi. Plus des coïncidences linguistiques. Et une proximité avec Adam Back. C'est tout. Todd a démenti le jour même. Il a écrit au magazine CoinDesk que Obak cherchait désespérément à se raccrocher aux branches. Qu'il n'avait pas consenti à un tel retournement de situation dans le film. Qu'il pensait que le film porterait sur l'histoire du Bitcoin dans son ensemble et non sur son identité personnelle. Mais Internet avait déjà explosé, une vague d'attention indésirable s'est abattue sur Todd. Des menaces, des exigences financières, des allusions au fait qu'il serait assis sur $1 milliard en Bitcoin. 2 semaines plus tard, Wired rapportait Todd était entré dans la clandestinité. Il a plus tard partiellement démenti, affirmant qu'il était apparu à une conférence, mais le fait demeure. Sa vie après ce film n'a plus jamais été la même. 6 cas, 6 échecs. Dorian, Finney, Szabo, Wright, Kleiman, Todd, pas une seule preuve réelle, seulement des indices circonstanciels. De la linguistique et de la chronologie, des suppositions présentées comme des faits. Et à chaque fois, il y a de vraies ces victimes. Toutes ces personnes sont devenues des victimes, non pas de Satoshi, mais de ceux qui le traquent. Et voici la question qui me hante depuis le tout début. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qui les motive? La célébrité, l'argent, la curiosité professionnelle ou quelque chose de plus sombre? J'ai passé plusieurs semaines à étudier les motivations de ceux qui ont consacré des années à traquer Satoshi. Et l'un d'eux, pour la première fois dans ma pratique, a accepté de me parler. Pas pour l'enregistrement, pas pour la diffusion, juste pour expliquer comment cela fonctionne. Ce qu'il a dit a changé ma compréhension de cette histoire. En avril de cette année, un homme a répondu à mon email « Je ne le nommerai pas, c'était la condition ».
Il travaille dans l'industrie de l'investigation depuis près de 20 ans. Il est associé à l'une des principales publications américaines et il m'a dit une phrase que j'ai notée mot pour mot. « Nous ne traquons pas un homme, nous traquons un fantôme et c'est exactement pour cela que c'est si intéressant. » J'ai discuté avec lui pendant environ 1 heure et demie, via une application cryptée. Aucun enregistrement, aucune photographie. Un homme qui en traque d'autres sait comment être traqué lui-même. Les chasseurs de Satoshi se divisent en 4 catégories, et chacune a son prix. La première catégorie, les journalistes d'investigation, ceux qui voient en Satoshi le plus grand mystère non résolu de l'Internet moderne. Leah McGrath Goodman, la femme même qui a écrit l'article dans Newsweek en 2014. Avant cela, c'était une journaliste financière sérieuse. Elle a gagné des prix. Elle était respectée. Après l'article sur Dorian, sa réputation s'est effondrée. Elle a défendu son matériel pendant des années. Elle a affirmé que Dorian avait dit exactement ce qu'il avait dit, que la citation était authentique, qu'elle avait simplement été mal comprise. Mais le fait demeurait, l'homme qu'elle a pointé du doigt a vécu un enfer. Et elle n'a rien offert comme preuve, à part son nom et une phrase ambiguë. Nathaniel Popper du New York Times a suivi le même chemin en 2015. Il a nommé Nick Szabo. Popper a agi plus subtilement. Il n'a pas dit « c'est définitivement lui », il a dit « voici des preuves circonstancielles solides ». Mais l'effet a été le même. Szabo s'est retiré encore plus loin dans l'ombre. Il a cessé de donner des interviews, il a cessé d'apparaître en public. John Carreyrou, la figure la plus éminente de cette catégorie. Le journaliste même qui, en 2015, a exposé Elizabeth Holmes et la société Theranos. Le coût de l'escroquerie, 9 milliards de dollars. Le livre de Carreyrou, Bad Blood, est devenu un best-seller. Il a été adapté en série. Carreyrou a reçu un prix Pulitzer et maintenant, en 2025 à 2026, cet homme, le meilleur journaliste d'investigation d'Amérique, a passé 2 ans à chercher Satoshi. Avec un budget sérieux, avec une équipe, avec un expert en IA nommé Dylan Friedman qui a analysé des textes en utilisant l'apprentissage automatique. Et en avril, il a publié un article de 10 000 mots dans le New York Times. Ce qu'il a conclu, je vous le dirai dans le final de cette histoire. Mais pour anticiper, je dirai une chose. Même Carreyrou n'a pas pu fournir de réponse définitive. Seulement une théorie. La deuxième catégorie, les documentaristes. Ici, Cullen Hobach est roi et dieu. Hobach est un réalisateur avec un style signature. En 2021, il a réalisé la série Q, Into the Storm, pour HBO. 6 épisodes, 3 ans d'enquête. Dans le final, le réalisateur a pointé directement un homme nommé Ron Watkins et lui a dit en face « c'est vous ». Il y a eu un scandale, Watkins a nié, il y avait beaucoup de preuves, mais elles étaient, elles aussi, circonstancielles. Après QAnon, Hobach est devenu une superstar du genre documentaire. Adam McKay, le réalisateur de The Big Short sur la crise financière, est devenu le producteur exécutif du projet suivant de Hobach. Ce projet était monnaie électrique. La logique de Hobach était claire. S'il pouvait trouver le chef de QAnon, il pouvait trouver Satoshi. La même méthodologie, le même style, la même scène finale dans laquelle le réalisateur montre l'accusé « Je pense que c'est vous ». Sauf que, dans le cas de Satoshi, il y avait encore moins de preuves qu'avec QAnon. Et la victime, Peter Todd, n'a même pas essayé de se justifier. Il a simplement dit que Hobach cherchait désespérément à se raccrocher aux branches. Et il est retourné dans l'ombre. La troisième catégorie, les chercheurs universitaires. C'est un monde différent. Ils ne chassent pas pour l'argent ou la célébrité. Ils chassent pour l'intérêt d'un problème scientifique. Stéphane Thomas, un programmeur suisse. En 2013, il a analysé les 575 messages de Satoshi sur le forum. Il les a tracés sur un graphique par heure de publication. Et il a découvert une chute brutale de l'activité entre 5 et 11 heures du matin, heure moyenne de Greenwich. Cela correspondait à la nuit, dans le fuseau horaire de la côte est des États-Unis. La conclusion, Satoshi vivait très probablement sur la côte est américaine. Pas au Japon comme son nom le laissait penser. Alyssa Blackburn du Hayden Lab est allée plus loin. Elle a analysé les toutes premières transactions Bitcoin, celles des premiers mois d'existence du réseau. Et elle a découvert que seules 64 personnes minaient activement pendant cette période. Pas des milliers, pas des centaines, 64. Et l'une de ces personnes, selon ces données, avait un comportement qui se recoupait avec celui de Hal Finney. C'était un travail scientifique, avec des mathématiques, avec des statistiques, sans sensationnalisme. Et c'est précisément pour cela qu'il s'est avéré être le plus dangereux pour la vie privée de Satoshi. Parce qu'une approche scientifique donne des résultats auxquels les gens croient. La quatrième catégorie, la plus sombre, et la plus nombreuse, ce sont des gens qui ne chassent pas pour un article ou un film. Ils chassent pour eux-mêmes. Analystes de la blockchain, détectives privés, chasseurs de Bitcoin de Satoshi. Nous les examinerons plus en détail plus tard. Mais je dirais une chose, mon interlocuteur, le journaliste même qui a accepté de me parler, les a mentionnés avec un ton particulier. Les journalistes sont dangereux parce qu'ils sont stupides, a-t-il dit. Mais ceux-là sont dangereux parce qu'ils sont précis. Je lui ai demandé directement, pourquoi ne s'arrête-t-il pas? Pourquoi continue-t-il à creuser? Sa réponse m'a déstabilisé. Il a dit,
parce que si je le trouve, ce sera plus ou moins propre. Mais s'il le trouve, cet homme mourra. J'ai écouté et j'ai compris qu'il s'agissait d'un auto-aveuglement, dangereux, pratique, parce qu'au moment où un article fait la une, vous ne pouvez plus protéger personne. Le nom devient public, l'adresse devient publique, et ceux qui savent de comment obtenir ces données viendront. À la fin de notre conversation, je lui ai posé une dernière question. Que se passera-t-il si Satoshi est vraiment trouvé ? Il est resté silencieux pendant environ 5 secondes. Puis, il a dit doucement « Alors nous verrons tous à quoi ressemble le plus grand crime du siècle ». Il n'a pas donné plus de détails, mais je connaissais déjà la réponse. 1 million de bitcoins est la plus grande cible de l'histoire du crime organisé. Et des gens sont tués pour ce genre d'argent, chaque semaine, partout dans le monde. 21 janvier 2025, la petite ville de Meru, au centre de la France. Vers 6 heures du matin, des hommes armés font irruption au domicile de David Baland, cofondateur de Ledger. Baland est l'une des personnalités les plus célèbres de l'industrie crypto. Ledger est l'entreprise qui fabrique les portefeuilles matériels pour stocker le bitcoin. Leurs produits garnissent les étagères des boutiques du monde entier. Baland lui-même est millionnaire, un visage connu, un invité régulier des conférences sur les crypto-monnaies. Et c'est lui, avec sa femme, qui a été enlevé ce matin-là. Les criminels les ont emmenés vers une destination inconnue. Puis ils les ont séparés. La femme a été retenue dans un lieu, Baland lui-même dans un autre. Pendant 24 heures, ils ont disparu des radars. Puis la famille a reçu une demande de rançon, 10 millions d'euros en bitcoin. Immédiatement. La police française est intervenue sans délai. C'était l'un des enlèvements les plus médiatisés de l'histoire de France ces dernières décennies. Les forces de spécial ont rejoint l'enquête. Finalement, Baland a été retrouvé, mais pas en un seul morceau. Pour prouver leur sérieux, les criminels lui ont coupé un doigt et l'ont envoyé comme preuve. Sa femme a été retrouvée séparément dans le coffre d'une voiture, vivante. En juin de la même année, la police française a arrêté le chef du réseau, un citoyen français d'origine marocaine. Selon l'enquête, ce même groupe était derrière plusieurs autres enlèvements de détenteurs de crypto-monnaies en France au cours de ce même printemps. Ce n'était pas un incident isolé, c'était une épidémie. Selon la firme de sécurité blockchain Certica, tout au long de l'année 2024, 41 attaques dites à la clé anglaise ont été enregistrées mondialement. C'est un terme issu de la communauté crypto. Littéralement, une attaque utilisant une clé anglaise. L'idée est qu'il n'est pas nécessaire de casser une cryptographie longue de plusieurs centaines de bits si vous pouvez simplement frapper une personne avec une clé anglaise jusqu'à ce qu'elle donne le mot de passe. En l'an 2025, ces attaques sont montées à 72. Une augmentation de 75% en une seule année, et ce ne sont que celles dont nous avons connaissance. Les experts estiment que le chiffre réel est au moins 2 à 3 fois plus élevé. La plupart des victimes préfèrent de garder le silence, par honte, par peur de la récidive, à cause des menaces pesant sur leur famille, par refus d'admettre la quantité de bitcoin qu'ils détenaient. La situation empire. 25 mai 2025, New York, Manhattan. 2 hommes pénètrent dans un appartement du centre-ville. Ils approchent un détenteur de crypto-monnaie italien arrivé aux États-Unis pour affaires. Ces deux-là le torturent pendant près de 3 jours, avec des décharges électriques, avec des menaces, sans sommeil, sans nourriture. L'objectif, le forcer à donner l'accès à ses portefeuilles. Il s'est échappé. Par miracle, il a réussi à fuir ses ravisseurs et à courir vers un poste de police. Les 2 hommes ont été arrêtés. Cette affaire a fait grand bruit dans l'actualité américaine car, comme il s'est avéré, ils avaient dit retenu d'autres personnes dans cet appartement avant l'italien. C'était en substance un camp de concentration domestique pour investisseurs crypto. Alena Vranova, cofondatrice de Satoshi Labs, qui produit les populaires portefeuilles matériels Trésor, a prononcé en août une phrase qui a fait le tour de toutes les publications crypto. Je la cite mot pour mot, chaque semaine, au moins un bitcoinien dans le monde est enlevé, torturé ou fait l'objet de chantage. Parfois pire. Parfois pire signifie le meurtre. En l'an 2025, il y en a eu plus que durant toutes les années précédentes réunies. Mais le cas le plus terrifiant ne s'est pas produit en Europe ou aux États-Unis. Il a eu lieu au Canada, dans la province de Colombie-Britannique. En l'an 2024, l'affaire n'a fait la une qu'à l'automne 2025 au moment du verdict. La famille vivait dans une maison de banlieue standard. Le mari travaillait dans l'industrie crypto. Il détenait des actifs importants. Comme il est apparu plus tard, les criminels l'ont appris via une fuite de données sur l'une des plateformes d'échange majeures. Il y a eu plusieurs fuites de ce genre ces dernières années. 2 hommes sont arrivés à la maison déguisés en postiers, portant un colis apparemment ordinaire. Le propriétaire a ouvert la porte, ils sont entrés. Ils ont immédiatement ouvert la porte à 2 complices qui attendaient dehors. 4 hommes adultes contre une famille avec un enfant. Je vais décrire ce qui a suivi aussi brièvement que possible. Non pas parce que j'ignore les détails, mais parce que je ne veux pas les raconter. Le mari et la femme ont subi le supplice de l'eau, une méthode utilisée par la CIA contre les détenus de Guantanamo. Ils ont menacé de leur couper des membres. Ils l'ont fait devant l'enfant pour accroître la pression. Et puis, ils ont tourné leur attention vers la fille.
Ils l'ont forcé à faire des choses que je ne décrirai pas. Ils ont filmé la scène pour s'en servir comme levier supplémentaire, afin que les parents sachent que ces vidéos pouvaient être diffusées. Ils ont obtenu l'accès au portefeuille. Ils en ont drainé environ 1 600 000 $. C'était presque tout ce que possédait la famille. Ils ont été arrêtés. Ils ont été condamnés. Cette affaire est devenue l'une de celles qui ont déclenché un débat sérieux au sein de la communauté crypto mondiale. À quel point est-il sûr de posséder du Bitcoin quand on a une famille? Maintenant, imaginez que vous n'ayez pas 1 600 000 dans vos portefeuilles. Imaginez que vous en ayez près de 100 milliards sur 2 portefeuilles visibles sur une blockchain publique. N'importe qui peut voir combien d'argent s'y trouve. C'est Satoshi Nakamoto, la cible la plus coûteuse de l'histoire du crime organisé. Aucune force de police au monde ne protège autant d'argent pour une seule personne. Aucune banque ne détient une telle somme sur le compte d'un seul client. Et ici, 1 125 000 bitcoins sont à découvert. Tout le monde connaît la somme. Personne ne sait qui il est. Si le nom de Satoshi devient public demain, ce qui est arrivé à Baland ressemblera à un jeu d'enfant. Ce ne sera pas un seul groupe de ravisseurs arrivant chez cette personne, ce seront des dizaines, des cartels, des syndicats criminels, les agences de renseignement d'États hostiles ou simplement des gens désespérés. Et personne ne pourra le protéger. J'ai parlé avec un expert d'une firme privée qui protège les crypto-millionnaires. Il a dit une chose qui m'a frappé. Les crypto-riches, ayant une fortune nette de 100 à 200 millions, bénéficient aujourd'hui d'un niveau de protection comparable à celui des politiciens de haut rang. Voitures blindées, sécurité constante, propriété cachée. Mais Satoshi, a-t-il dit, c'est un autre niveau. Il ne peut pas être protégé du tout. Trop d'argent, trop de gens qui le veulent. Et j'en arrive à ce qui m'inquiète le plus. Les attaques à la clé anglaise sont dangereuses. Les enlèvements sont dangereux. Le cas canadien est horrible. Mais ce sont tous des criminels isolés. Ils peuvent être attrapés, mis en prison. Vous pouvez les combattre parce qu'ils opèrent en dehors de la loi. Il existe des chasseurs bien plus dangereux. Ceux qui travaillent dans le cadre de la loi. Ceux qui ont des badges, des mandats, des budgets et une protection juridique. Ceux qui n'abandonnent jamais. Ceux qui survivront à n'importe quel humain car ce sont des institutions, pas des personnes, les États. 28 juin 2011. Le sénateur new-yorkais Charles Schumer se présente devant les journalistes avec une déclaration. Il exige que les autorités fédérales ferment un site web. Le site s'appelle Silk Road, une place de marché sur le Darknet où l'on peut acheter de la drogue avec du Bitcoin. À partir de ce moment, le gouvernement américain reconnaît officiellement l'existence du Bitcoin pour la première fois. Et lui déclare immédiatement la guerre. 2 semaines après la déclaration de Schumer, Satoshi a cessé de répondre aux emails. 4 mois plus tard, il a disparu pour toujours. C'est peut-être une coïncidence ou peut-être pas. Parce que Satoshi avait déjà vu ce qui arrive à ceux qui créent des monnaies alternatives. Bernard von Nothaus, créateur du Liberty Dollar, une monnaie privée adossée à l'argent qu'il a commencé à émettre aux États-Unis dès 1998. En 2007, le FBI a mené un raid. En 2011, le procès. En 2014, von Nothaus a été condamné. 6 mois de mise à l'épreuve pour création d'une monnaie privée concurrençant le dollar. Le procureur au tribunal l'a qualifié de terroriste intérieur. Pour des pièces en argent avec le mot « liberté » dessus, il avait 67 ans au moment de la condamnation. Ross Ulbricht, créateur de ce fameux Silk Road, 31 ans. En 2015, il a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 40 ans supplémentaires, pour avoir créé une plateforme internet où d'autres personnes achetèrent de la drogue, avec du Bitcoin. 2 peines de prison à perpétuité et 40 ans. Sans droit à la grâce. C'est ça le levier. C'est ce que Satoshi a compris en 2011. L'État ne pardonne pas aux créateurs de systèmes financiers alternatifs. Jamais. Maintenant, imaginez que Satoshi soit démasqué demain. Que se passe-t-il? Premièrement, les autorités fiscales. L'Internal Revenue Service, l'institution la plus inhumaine d'Amérique. L'impôt sur les gains non réalisés d'1 125 000 bitcoins représente des dizaines de milliards de dollars de dettes fiscales fédérales et étatiques, juste pour la possession des pièces, sans aucun moyen de payer car les pièces là sont dans des portefeuilles qui ne peuvent être touchés sans se faire connaître. Deuxièmement, le département du Trésor, l'Office of Foreign Assets Control. Si Satoshi s'avère ne pas être américain, ce sont des sanctions, gel des avoirs, interdiction de toute transaction sous peine de poursuite pénale pour quiconque travaille avec lui. Troisièmement, le département de la justice. S'il s'avère qu'un seul Satoshi a été utilisé pour une activité illégale et des centaines de milliards ont transité par le réseau Bitcoin dans l'économie souterraine en 15 ans, Satoshi devient automatiquement un complice, selon la loi américaine. Non pas parce qu'il a fait quoi que ce soit, mais parce qu'il a créé l'outil. Quatrièmement, les agences de renseignement. Il existe une confirmation directe de Gavin Andresen lui-même que la CIA s'intéressait au Bitcoin dès 2011. Il s'est rendu à l'Anglais en juin de cette année-là pour leur donner une conférence. Satoshi l'a appris et 1 mois plus tard, il a pratiquement cessé de communiquer, même avec Gavin.
Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la clairvoyance. Et le plus effrayant, c'est que les États n'agissent pas seuls. Quand le nom de Satoshi deviendra public, il n'y aura pas que l'Amérique qui le voudra. La Chine, la Russie, l'Union européenne, chaque grand pays sera intéressé par la prise de contrôle d'1 million de bitcoins. Et chacun utilisera ses propres méthodes. Interrogatoire, coercition, menaces contre la famille, impôts, manipulation de l'immigration, procédure pénale pour tout et n'importe quoi, de l'évasion fiscale au prétendu soutien à des terroristes. L'État ne tuera pas Satoshi, il fera quelque chose de pire. Il transformera sa vie en une prison dont il ne pourra s'échapper. Une prison juridique, financière et sociale. Et c'est exactement ce contre quoi Satoshi se cache depuis 15 ans. Mais en l'an 2024, ils ont enfin essayé de l'atteindre. Pas l'État, des journalistes, et pas seulement un. Le 8 octobre 2024, la première de Money Electric de Bitcoin Mystery sur HBO Max. Dans la scène finale, le réalisateur Cullen Hobak se tient devant le programmeur canadien Peter Todd et expose sa théorie à voix haute. Todd rit. Il dit « Je suis Satoshi, bien sûr ». Sur un ton ironique, moqueur, Hobak prend cela pour des aveux. La caméra a capturé l'instant. Quelques heures après la première, tout Internet connaît déjà le nom. Les preuves de Hobak tiennent en une seule phrase. En 2010, sur le forum Bitcoin Talk, quelqu'un a répondu à un message de Satoshi. Selon Hobak, la réponse poursuivait le raisonnement de Satoshi lui-même, ce qui signifie que l'individu avait oublié de changer de compte. Cette personne était Todd. Et c'est tout. Il n'y a aucune autre preuve dans le film. Todd dément le jour même. Hobak cherche désespérément des preuves. « Je n'ai pas donné mon consentement. Je pensais que le film portait sur l'histoire du Bitcoin dans son ensemble. Cela ne change rien. » 2 semaines plus tard, Wired publie un article affirmant que Todd est entré dans la clandestinité. Il reçoit des menaces, des demandes financières, des allusions au fait qu'il serait assis sur $1 milliard en Bitcoin. Todd réfute partiellement cela, affirmant qu'il est apparu lors d'une conférence. Mais le fait demeure, sa vie après ce film n'a plus jamais été la même. HBO a dépensé des centaines de milliers de dollars pour cette enquête. Le documentaire a remporté un prix et il avait tort. 18 mois de silence. Puis, le 8 avril 2026, le New York Times publie un article de 10 000 mots. L'auteur est John Carreyrou, le même Carreyrou qui, en 2015, a démasqué Elizabeth Holmes et la société Theranos, une arnaque à 9 milliards de dollars. Le livre de Carreyrou, Bad Blood, est un best-seller, une série, un lauréat du prix Pulitzer. Le meilleur journaliste d'investigation d'Amérique a passé 2 ans là-dessus, avec une équipe, avec l'expert en intelligence artificielle Dylan Friedman qui a analysé les textes grâce à l'apprentissage automatique, avec un budget conséquent de la part de la publication. Et son nom est Adam Back, un cryptographe britannique, le créateur de Hashcash, l'algorithme de preuve de travail que Satoshi cite explicitement dans le livre blanc du Bitcoin. Back fut l'un des premiers membres du mouvement cypherpunk. Et surtout, en août 2008, avant même la publication du livre blanc, Back a reçu le premier email connu de Satoshi Nakamoto. Il fut la première personne sur la planète que Satoshi ait jamais contactée. L'épreuve de Carreyrou, une analyse linguistique. Back et Satoshi écrivent de la même manière, 2 espaces entre les phrases. L'orthographe britannique, la même façon d'utiliser les traits d'union à tort. Ils citent les mêmes articles cryptographiques obscurs des années 90. Ils sont actifs aux mêmes heures. Carreyrou suggère certains des emails que les chercheurs considèrent comme une correspondance entre Back et Satoshi ont été écrits par Back lui-même, pour se créer un alibi. Le jour même, Back dément. Non, je l'ai déjà dit maintes fois. La société de Back, Blockstream, publie une déclaration. L'article du New York Times d'aujourd'hui repose sur une interprétation circonstancielle de détails sélectionnés et sur de la spéculation, pas sur une preuve cryptographique. Le magazine Fortune publie un article cinglant, le titre « Pas si vite ». Il souligne que Carreyrou a ignoré un candidat plus évident, Nick Szabo, dont les initiales sont les initiales inversées de Satoshi, qui a écrit sur la monnaie numérique 10 ans avant le Bitcoin, que Satoshi a peut-être aidé. La communauté crypto réagit durement. Même ceux qui admettent que les preuves contre Back sont effectivement solides refusent d'accepter l'article comme une preuve, parce qu'il n'y a aucune preuve dedans. Il n'y a que des coïncidences, un grand nombre de coïncidences, mais aucune preuve, et c'est là le point essentiel. En 18 mois, les 2 enquêtes journalistiques les plus médiatisées de ces dernières années ont nommé 2 personnes différentes. HBO, Peter Todd, le New York Times, Adam Back, le meilleur documentariste d'Amérique et le meilleur journaliste d'investigation d'Amérique, des centaines de milliers de dollars de budget, des années de travail, des équipes d'experts, une analyse par intelligence artificielle. Et ils ont nommé des personnes différentes, parce qu'aucun d'eux n'avait de preuves réelles, seulement des indices circonstanciels, seulement de la linguistique et des coïncidences, seulement des suppositions présentées comme des théories. C'est la réponse à la question avec laquelle j'ai commencé cette histoire. Personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto. Personne ne pourra jamais le prouver. Et c'est là que réside sa plus grande victoire.
Satoshi a volontairement renoncé à 100 milliards de dollars, à la célébrité, à une place dans les livres d'histoire, au prix, à tout ce qui motive habituellement les gens. Il a créé la technologie la plus importante du 21e siècle et est parti sans prendre un seul centime. Et tous ceux qui essaient de le trouver, journalistes, documentaristes, États, gangsters, essaient de lui enlever exactement ce pourquoi il a fait tout cela, le droit d'être invisible. J'y ai longuement réfléchi et j'ai compris. Satoshi n'est pas une énigme à résoudre, c'est une idée à préserver. L'idée qu'une personne peut créer quelque chose de grand sans avoir besoin de reconnaissance, que la technologie peut être plus importante que l'individu, que la vie privée n'est pas un privilège mais une forme de liberté, et que parfois la meilleure façon de changer le monde est de disparaître. Si Satoshi est trouvé demain, ce ne sera pas une sensation journalistique, ce sera la fin d'une histoire très importante. Une histoire qui a montré qu'une personne peut changer le système financier de la planète sans le payer de sa propre personne. Peut-être que Satoshi lit ceci en ce moment même, et je n'espère qu'une chose, qu'il reste exactement là où il est, comme toujours, votre Mr. Dark Web.